Elle était pas mal cette bascule, non? Hein, c'est pas une version longue, c'est une version une version moyenne longue. Bonjour, bonjour à tous. J'essaye de la faire un peu à la main là, parce que comme vous voyez, je suis pas chez moi. Je suis sur chez mes parents. Je suis à Paris, je suis pas encore rentré. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de stream et j'avais envie d'en faire un parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses pendant le mercato et j'étais pas en mesure de faire ALZ, j'étais pas en mesure de liver parce que j'étais malade, parce que j'avais le Covid en 2024. Du coup, je me suis dit c'est bien, on va peut-être en faire un de fin de mercato, de débrief de mercato. Merci Meltsen, merci Auré 870, merci Bruno Genesio Forever. Également, oui, ça faisait longtemps puisque la dernière fois c'était vendredi dernier, vendredi avant mon départ. Non, pendant, j'étais à Côme d'ailleurs, j'étais tellement fatigué que j'avais oublié ça. Donc on n'a pas trop eu le temps, on a bombardé un peu le débrief de Strasbourg. Je vous ai improvisé un petit setup portable hein, qui est presque propre en vrai, un petit décor chatoyant avec une peinture derrière. Voilà, je suis chez mes parents. Serious Covid serait pas mal comme pseudo. Bah, c'est-à-dire qu'au bout de 5 fois, commence à faire un peu beaucoup quand même. Hein. Puis 5 fois la même chose, c'est-à-dire 4 jours par terre. Vous l'avez peut-être pas vu quand je faisais LZ, mais j'étais vraiment au fond du fond. Hein. J'avais de la fièvre, j'ai tout donné sur les 2-3 minutes d'intervention, puis après je suis allé me recoucher. Bonsoir la famille Sirius. Voilà, il y a eu que ma daronne. Hein. Il y a que ma daronne. Les chats aussi sont là. Ils sont pas là dans la pièce avec moi, mais ils sont là. Ils doivent être quelque part. Donc peut-être qu'on les verra plus tard. On verra. Voilà, les chats sont pas loin. Effectivement, ils sont dans le coin. Ils me collent depuis mon début de Covid. Ça va, tu ne coûtes pas cher en sécu. Bon, avec tout ce que je cotise. Bon, voilà. Mais sinon, oui, je coûte un peu cher en sécu, un petit peu. Après, ça va. Hein. C'est juste une consultation chez les généralistes et du Doliprane. Je pense que ça va pas. On va commencer par ta note du mercato. Bah moi, en vrai, dans ALZ était très bien. J'ai trouvé que l'émission était très bien et je suis pas intervenu plus que ça parce qu'en fait j'étais d'accord avec tout ce qui était dit. On m'avait dit ah tu peux rester si tu veux, t'interviens quand tu veux, mais en fait il y avait pas grand chose de plus à dire que ce que je suis venu dire moi à titre personnel. C'est une émission où on est globalement assez d'accord. Hein. On n'est pas en train de forcer des débats quand on est tous d'accord sur les différentes choses. Bon, la note du mercato, moi, c'est 3 comme les autres, hein, 3, parce que je trouve qu'il est pas très excitant ce mercato, il est pas très inspiré, et d'ailleurs, bah, on a eu hein, ce que je vous avais sous-entendu assez fortement, c'est-à-dire que David Trio a quitté, en tout cas va quitter l'Olympique Lyonnais incessamment sous peu. Il était en congé pendant la fin de mercato, donc autant vous dire que ça n'augurait pas grand-chose de beau, puisque un directeur sportif qui est en congé alors que les marchés Émirats et Turcs sont encore ouverts, c'est quand même pas forcément ce qu'on attend d'un club de foot fonctionnel. Donc voilà, il était en congé plus ou moins forcé. Hein. Comprenez pas qu'il a pris des congés de son propre chef. Ouais, il était dans les derniers jours du mercato, le premier, le 2, le 3, il était en congé, il a été mis en congé en tout cas. Voilà, donc effectivement, on pourra faire le bilan de David Trio. J'aurais voulu vous faire une petite vidéo froide d'analyse du mercato lyonnais, mais j'ai pas eu le temps parce que bah, je suis à Paris, donc j'ai pas tout mon matos. J'étais malade, je suis fatigué aussi. Donc j'aurais voulu vous faire une petite vidéo bilan mercato. Qu'est-ce qu'on peut en retenir, qu'est-ce qu'on en dit. Finalement, j'ai pas eu le temps de le faire. Tant pis, c'est pas grave. On connaît son remplaçant. Non, on connaît pas son remplaçant. C'est même pas sûr qu'il y a un remplaçant parce qu'il y a pas mal de gens à différents postes du côté de l'Olympique Lyonnais. Le directeur sportif actuel de l'Olympique Lyonnais, il s'appelle John Textor de toute façon, donc je pense que c'est difficile pour un directeur sportif de venir s'inscrire dans un fonctionnement où le président peut venir ramener ses recrues sans prévenir. On vous l'a dit, hein, Yanis vous l'a dit, je vous le confirme également. Yanis l'a dit dans LZ, par exemple, Wilfried Zaha, c'est John Textor et uniquement John Textor qui a décidé de ramener Wilfried Zaha à l'Olympique Lyonnais. On verra si c'est un pari payant. Encore une fois, les paris de John Textor sont pas forcément négatifs. On se rappelle de Jack O'Brien, pardon. Mais il y a aujourd'hui différents personnages au sein de l'écosystème olympique lyonnais qui occupent différents postes. Vous avez aujourd'hui toute la cellule de recrutement qui est coordonnée par Ben Charrier et qui est dirigée par Mathieu Louis-Jean. Mathieu Louis-Jean n'est pas un directeur sportif. Hein. Mathieu Louis-Jean est responsable du recrutement à l'Olympique Lyonnais. Vous aviez David Friot qui était au-dessus de lui. Et au-dessus de David Friot, vous avez Michael Gerlinger qui lui a un rôle qui est censé être transversal à tout Eagle Group, mais qui pourrait avoir un rôle à l'Olympique Lyonnais d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est à son poste, et que Michael Gerlinger, c'est un peu le ponceau nouvelle génération, mais aujourd'hui, il n'a pas d'énormes prérogatives. On pourrait imaginer que Michael Gerlinger devienne le directeur sportif de facto de l'Olympique Lyonnais, s'il y en a un. J'ai vu beaucoup de gens fantasmer sur un éventuel retour de Juninho.
Je n'ai pas le contact direct de Juninho, donc je ne peux pas vous dire que Juninho m'a dit que c'était pas possible. Je peux juste vous dire que ça me paraît hautement improbable que Juninho, en tout cas, revienne à l'Olympique Lyonnais, revienne à Lyon s'installer. Il a mal vécu ce qui s'est passé la dernière fois. Il est reparti au Brésil, il vit au Brésil, il est bien au Brésil. Je vous dis pas que c'est impossible à 100%, mais je serais extrêmement surpris que Juninho revienne prendre le risque d'être directeur sportif dans un club où le président est très interventionniste et, comme on l'a vu avec David Trio, n'hésitera pas à faire sauter le fusible quand ça se passe mal. Voilà. Prud'homme, il n'a pas un rôle sportif, Laurent Prud'homme. Donc Laurent Prud'homme, il n'intervient pas là-dedans. Laurent Prud'homme, c'est un directeur général, c'est un homme politique. Il est là pour parler des choses plutôt politiques de l'Olympique Lyonnais, mais effectivement, il intervient très peu. On aurait peut-être pu espérer que Laurent Prud'homme intervienne un peu plus dans ce moment de crise, puisqu'il a été très interventionniste dans les moments où ça allait bien. Mais bon, voilà, on verra bien, hein. Peut-être que la crise est passée, peut-être qu'on va gagner contre Lens et que tout ira mieux. En tout cas, effectivement, ça a été dit dans la LZ, et je partage cette opinion-là, que le club a été quand même très discret dans sa communication autour du mercato et autour de plein de choses. Même David Friot, on n'a pas eu de conférence de presse, de présentation des joueurs, on n'a pas eu l'occasion de voir des échanges avec les journalistes et la direction sportive, avec les journalistes et John Textor. Tout a été fait relativement bien planqué. Et on n'a pas eu trop l'occasion d'avoir des questions posées sur, par exemple, les montants de transfert de Aurel Mangala et de Moussa Niakhaté, par exemple, le micmac avec Aurel Mangala qui part du côté d'Everton, même le sujet Nuama, où Hugo Guimet vous a raconté en long et en large ce qui s'est passé dans un excellent article de l'équipe qui nous explique que Ernest Nuama voulait pas signer à Fulham et il s'est planqué au moment de faire la visite médicale. Il est parti se planquer dans le Groupama OL Training Center. Personne ne savait où il était, pas même son agent. Ça s'est fini dans les larmes. Et moi, j'ai un peu de mal à croire à ce qu'on nous raconte dans cet article de dire que John Textor il s'est excusé et maintenant ils se font des bisous. J'ai un peu de mal à croire que ce soit aussi simple que ça. J'ai quand même l'impression que c'est un élément de communication qui arrange tout le monde de dire c'est bon, tout ça est réglé, ça n'arrivera plus et finalement John Textor s'est excusé. Ça démontre quand même des pratiques en termes de gestion de joueurs à l'américaine, à la NBA, qui à mon sens font un peu honte. Voilà, je partage aussi ce qu'a dit Sofiane sur le fait qu'on ait un peu honte de voir les magouilles, on a un peu honte de voir certaines méthodes qu'on pensait réservées à d'autres clubs. Voilà, c'est un peu nul. Merci Youfak pour l'abonnement. Merci Carlou également pour l'abonnement. 9 mois, 23 mois, merci à vous. Les fidèles, c'est ici le T-Event pour filer du fric à John Textor. Non, alors oui, effectivement, j'ai pas trop le choix de faire ce live à ce moment-là parce que en fait j'ai pas de créneau de live puisque je suis pas très dispo cette semaine. J'en avais en début de semaine, j'ai eu le Covid, donc je rentre à Lyon mardi. Il y aura probablement un live mercredi ou jeudi, je sais pas encore, mais là je pouvais liver que ce soir malheureusement. Donc oui, effectivement, il y a plus malin que de faire un live à 23h un soir de dernière ligne droite du Z-Event. Voilà. Alors, on est où de la promesse des 100 millions de ventes? Nulle part. Ce que je peux vous dire, c'est pas des certitudes absolues. Attention, c'est pas un gros scoop. Je peux vous dire que on s'attend du côté du club à se faire massacrer par la DNCG. Alors dans quelle mesure, on ne sait pas encore. Est-ce que ce sera juste un encadrement ou une interdiction totale de recruter? On ne sait pas, mais on s'attend du côté du club à ce que ça tape côté DNCG et que ça puisse empêcher certaines recrues. Je pense notamment à Thiago Almada ou à d'autres recrues qui peuvent être déjà bouclées. On peut se retrouver dans une situation d'interdiction totale du recrutement et donc de Thiago Almada dont le prêt ne pourrait ne pas être ratifié. Alors, nul doute que John Textor trouverait appel contre appel pour faire un prêt avec 0% de salaire et que la DNCG pourrait pas s'y opposer. Mais selon toute logique, quand l'OL va être auditionné par la DNCG, je crois que c'est en novembre, quelque chose comme ça, c'est à l'automne, ça va taper. Ça va taper fort. Et ça a été anticipé. À titre personnel, et ça c'est une théorie, ça n'est pas basé sur des infos, je pense que le recrutement de Georges Mikotadze, c'est une anticipation d'une future interdiction de recrutement. Et si tu prends le parti de garder Lacazette un an de plus et de l'an prochain devoir remplacer Lacazette, le plus malin, c'est de prendre son remplaçant maintenant plutôt que de prendre le risque d'être interdit de recrutement l'été prochain et de se retrouver à poil. Donc moi, je pense que certains recrutements de l'Olympique Lyonnais cet été sont des anticipations d'une future interdiction de recrutement cet hiver ou l'été prochain.
Hugo avait dit qu'on avait au 30 juin pour vendre. On a au 30 juin, c'est vite dit. Hein. Il y a quand même un audit de l'état des choses qui va être fait et voilà. Aujourd'hui, la masse salariale de l'OL, il n'y a pas des grands efforts qui ont été faits. Quand vous regardez les comptes de l'Olympique Lyonnais, on avait déjà fait cet exercice auparavant. Vous regardez les rentrées d'argent et vous regardez les sorties, comme dans n'importe quel compte. La DNCG, c'est très simple. Hein. La DNCG, elle regarde vos rentrées d'argent et le poids de votre masse salariale. Et si votre masse salariale représente un pourcentage trop élevé de ce qui rentre dans votre club, elle sanctionne. Et il se trouve que l'Olympique Lyonnais, l'année précédente, pas cette année-là, l'année précédente, quand il n'y avait pas l'Arena, quand il n'y avait pas OL féminin et quand il n'y avait pas OL Reign, la masse salariale de l'OL représentait quasiment 90% de ses revenus. C'est donc pour ça que Romain Molina vous avait dit qu'en temps normal, la DNCG aurait dû prononcer une sanction de rétrogradation en D2 en vertu de cette logique-là. Il se trouve que cette année, l'OL n'a pas été sanctionné, pas parce qu'il a baissé sa masse salariale, même s'il a quand même un petit peu baissé sa masse salariale parce que des joueurs comme Aouar, Dembélé sont partis, mais parce que cette année, il y avait des rentrées exceptionnelles. Donc les revenus de l'OL cette année, c'est les revenus habituels, c'est les ventes de l'OL Reign, OL Arena et OL féminin, et en plus, il y a CVC. Donc en fait, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de clubs qui ont été concernés par des millions de la DNCG parce qu'il y a les millions de CVC qui sont tombés. Mais les millions de CVC, c'est un one-shot. Donc l'an prochain, l'OL va se retrouver de nouveau dans une situation où il a des revenus qui sont intéressants, les revenus de l'Olympique Lyonnais, mais qui ne sont pas énormes, mais avec une masse salariale qui va représenter au moins 60-70% de ses revenus. Et ça passe pas devant la DNCG. Donc vous avez deux solutions par rapport à ça. Soit vous baissez drastiquement la masse salariale, soit drastiquement. On parle d'un club où il y a encore 1 ou 2 ans, c'était 170 millions de masse salariale. Même si c'est 130, ça ne passe pas. Hein. Donc même s'il y a des poids lourds qui partent l'été prochain, la masse salariale, elle est trop élevée encore. Oui, Lacazette s'en va. Oui, Lopez s'en va. Oui, Dejan Lovren s'en va. C'est bien, ça fait des salaires en moins. Mais il vous reste Tolisso, mais il vous reste Benrahma, il va vous rester Mangala, qui va revenir à un moment donné. Il va vous rester tous les mecs qui sont surpayés de manière générale. Donc oui, la masse salariale de l'OL va aller dans le bon sens, mais vous avez aujourd'hui pas mal de joueurs avec des gros salaires. Amin Sarr, il est à 120 000 alors qu'il sert à rien. Donc vous avez, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est comme une politique budgétaire étatique. Soit vous avez les dépenses, vous avez les recettes. Aujourd'hui, les recettes de l'OL, elles sont plutôt pas mal, elles sont assez stables en réalité, avec les activités du stade, avec la billetterie, avec les droits télé. Même si les droits télé baissent un petit peu, ça va. L'OL est un des clubs qui est le moins dépendant des droits télé parce qu'il est propriétaire de son stade. Donc au niveau des recettes, c'est assez stable. Le problème, c'est les dépenses qui sont très hautes. Si vous voulez que l'OL soit à l'équilibre, vous avez deux solutions. Vous baissez les dépenses ou vous montez les recettes. Comment vous baissez les dépenses ? En arrêtant de recruter des joueurs avec des gros salaires. Ça, je l'ai dit dans LZ, il y a une partie d'héritage de Aulas avec des joueurs avec des salaires mirobolants. Tolisso sera toujours là, par exemple. Lacazette, on ne sait pas, peut-être qu'il va prolonger. Ryan Cherki est toujours là. Maxence Cacré est toujours là. Donc vous avez une masse salariale que vous pouvez réduire, qui va être réduite, mais qui ne va pas être réduite suffisamment pour arriver à un niveau de recettes similaire au niveau de dépenses. Les recettes, comment vous les montez ? Il n'y a pas 1000 solutions de monter les recettes dans un club de foot. Il n'y a pas 1000 solutions. Vous avez différents postes de recettes. Je vous l'ai fait dans le désordre. Vous avez la billetterie. Alors la billetterie, elle monte et elle descend en fonction des résultats de l'équipe, en fonction de la politique tarifaire et surtout, en fonction, du nombre de matchs que vous allez disputer. Je vous rappelle que la Ligue 1 est désormais à 18 clubs au lieu de 20, donc ça fait 2 matchs à domicile en moins, mais que l'OL joue l'Europa League. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait 4, 5, 6, peut-être même 7 matchs à domicile avec probablement guichet fermé, donc ça fait des thunes. Vous avez les droits télé. Les droits télé, vous avez les droits nationaux et vous avez les droits des coupes continentales. Les droits nationaux, c'est une catastrophe. On a quasiment perdu 50% avec le bordel de Vincent Labrune. Et vous avez les droits télé des compétitions internationales. L'Europa League, ça rapporte pas beaucoup. Ça rapporte quelques cacahuètes. C'est cool, ça fait du bien. Mais c'est incomparable par rapport à la Ligue des Champions. Donc si jamais l'OL se qualifie en Ligue des Champions cette année, on va croiser les doigts, on sait jamais, c'est possible. Là, vous avez tous vos problèmes qui sont réglés. Parce que la Ligue des Champions, c'est sans patates d'un coup. Et sans patates, là, la DNCG dit « Oh, tranquille, super ». Vous n'avez plus besoin de vendre. La Ligue des Champions, c'est la fiesta. Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres postes que vous pouvez ajuster, mais c'est pas beaucoup. Les produits dérivés, c'est-à-dire les maillots, les mugs, les posters, les shorts, les grippins, ça c'est cool, mais c'est que dalle. C'est quelques petits millions par-ci par-là, et ça va bouger de 5 à 10% d'année en année. Si jamais vous avez une super saison et qu'il y a plein de gens qui achètent des maillots Lacazette, ça va vous en faire toucher une sans faire bouger l'autre. Ensuite, vous avez les revenus annexes qui sont type les concerts. Quand vous avez une tournée de Taylor Swift, ça fait des thunes. Quand vous n'avez pas de tournée de Taylor Swift, ça fait moins de
de thunes. Et ça, bon, bah, c'est difficile d'ajuster tout ça. C'est cool, c'est quelques cacahuètes, mais c'est pas ça qui définisse la vie et la mort d'un club de foot. Ce sur quoi les recettes, on peut les changer, c'est la billetterie. Plus il y a de gens au stade, plus ça rapporte des thunes. Plus il y a de matchs au stade, plus ça rapporte des thunes. Donc plus vous allez loin en Coupe d'Europe, plus vous regagnez de thunes. Plus vous disputez de matchs à domicile avec guichet fermé, plus vous gagnez des thunes. Si vous êtes dans une saison où vous avez des huis clos, des bouteilles qui tombent sur la tête de Dimitri Payet, forcément ça fait des thunes en moins. Voilà, donc ça on peut l'ajuster. Mais la vraie variable d'ajustement côté recettes, c'est la Ligue des Champions. Vraiment, il n'y a rien d'autre que ça. L'Europa League, c'est bien, c'est cool. Ça permet au club de souffler un tout petit peu, mais ça l'aide pas tant que ça. Maintenant, au niveau des dépenses, vous avez différents postes. C'est la masse salariale qui est numéro 1 ou tout ce que vous voulez. C'est intouchable. La masse salariale de l'OL, elle pèse un poids monumental dans les dépenses du club. Vous avez également les intérêts de la dette qui coûtent très cher, mais bon, ça, vous pouvez rien y faire. Vous pouvez la restructurer, mais ça change pas grand-chose au final. Mais surtout, la masse salariale du club. Il faut se rendre compte quand même que dans les intérêts de la dette, c'est environ 30 millions par an. Hein. C'est 20-30 millions par an. Si vous enlevez un Nemanja Matic du club, quelqu'un qui touche 500 000 euros, vous êtes déjà quasiment à couvrir la moitié ou presque de la dette du club annuel. Donc c'est là-dessus que l'OL peut travailler. C'est trouver le moyen d'avoir des joueurs de qualité à un coût réduit, c'est faire des coups. C'est le seul salut de l'Olympique Lyonnais. C'est soit en se qualifiant en Ligue des Champions, soit en bâtir un effectif avec des joueurs qui sont pas payés, enfin peu payés, et pas payés cher à l'achat. C'est tout. Donc c'est du Taner Tessman, c'est du Noah Sadiki, c'est du Malik Fofana qui doit pas avoir un énorme salaire, mais c'est certainement pas du Saïd Benrahma, certainement pas du Aurel Mangala, certainement pas du Tony Lopez, du Maxence Cacré, du Ryan Cherki, etc., etc., etc. Vous comprenez la logique derrière ça ? Donc voilà, Matic c'est 6 millions par an, mais c'est 6 millions nets par an. Les salaires, ils sont en net chez les footballeurs, je crois. Licencier Lopez et Lovren, c'est possible ou pas ? Non, parce que si tu veux licencier un joueur de foot, il faut le libérer de son contrat. Donc pour le libérer de son contrat, il faut payer la fin de son contrat. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Clinton Mata, c'est parfait. Clinton Mata est un très bon exemple de bon coup. Maitland Niles aussi. En fin de saison, il y a 5 des 6 plus gros. Oui, c'est pas mal, mais ça ne suffira pas. Je pense que vous vous rendez pas compte. C'est pas parce qu'il y a les 5 gros salaires qui s'en vont que ça va changer grand-chose. Il faut une purge dans les salaires de l'Olympique Lyonnais. Et pas que du côté du club, pas que du côté des joueurs. Moi, je pense qu'à un moment donné, l'OL va être forcé de faire un plan social parce qu'il y a trop de salariés au club pour un club qui n'est plus un club de Ligue des Champions. Donc, vous avez un équilibre à garder. C'est-à-dire que le salut du club peut passer par une qualification en Ligue des Champions, mais pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions, il faut des gros joueurs. Sauf que les gros joueurs, ça coûte en salaire. Et plus vous avez de gros joueurs qui coûtent en salaire, plus vous êtes dépendant de la qualif en Ligue des Champions. Ça, c'est le calcul qui a été fait par Jean-Michel Aulas. C'est-à-dire qu'il s'est dit, de toute façon, on vise la Ligue des Champions, donc on peut se payer des joueurs à gros salaire, on peut prolonger des joueurs à gros salaire, puisque de toute façon, il y a 3 places en Ligue des Champions, on doit être dedans. Et à partir du moment où l'Olympique Lyonnais ne s'est plus qualifié en Ligue des Champions, ça a commencé à partir en couille, parce que les joueurs de l'Olympique Lyonnais, sous l'ère Aulas hors Ligue des Champions, n'étaient pas des joueurs qui étaient payés comme des joueurs qui ne doivent pas jouer en Ligue des Champions. Un mec comme Toko Ekambi, ou même Memphis Depay, étaient des joueurs avec des salaires de Ligue des Champions, dignes de grands clubs, de gros clubs. Alors évidemment pas PSG ou City, mais de type Atlético Madrid ou Dortmund. Si vous n'êtes pas en Ligue des Champions, c'est la catastrophada, c'est tout qui s'écroule. C'est comme si vous êtes, salarié dans une grande entreprise, vous avez 50% de votre salaire en prime, donc vous achetez un appart avec la prime, vous achetez une grosse bagnole avec la prime, et du jour au lendemain, vous n'avez plus la prime. Vous ne pouvez plus payer votre train de vie. C'est ça qui se passe à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Le Brest de l'année dernière, tu leur mets le maillot de l'OL, ils font 10e, c'est pas la même pression. Je ne sais pas si c'est une question de pression. Pour moi, c'est une question d'environnement autour du club. Il faut quand même voir d'où l'OL part. L'OL de John Textor. C'est pas pour défendre John Textor, parce qu'on peut critiquer plein de choses sur la gestion de John Textor, sur la communication de John Textor, sur le choix des hommes, sur ses choix à lui de ne pas écouter certaines personnes, etc., etc. Merci, j'ai la flemme pour l'abonnement, pour le Prime. John Textor, il hérite quand même d'une situation, au moment où il arrive au club, qui est calamiteuse. D'un état-major qui lui tire dans les pattes, où il y a encore tous les soldats d'Aulas, d'un effectif qui est un effectif de mort-vivant qui est surpayé.
Il y a déjà eu des purges qui ont été faites. Enfin, je veux dire, les Moussa Dembélé, les Oussem Aouar, les Toko Ekambi. Il arrive dans un bordel pas possible. Donc, il a essayé de faire de son mieux, même s'il a pris du temps pour ça et il a fait des erreurs, hein, parce que Santiago Cucci, je suis pas sûr que c'était bien nécessaire. Il a mis en place un certain nombre de choses, un organigramme qui n'existait pas à l'Olympique Lyonnais. Je vous rappelle qu'avant que John Textor arrive, les recruteurs à l'Olympique Lyonnais, c'était Alain Caveglia, Michel Rouquette et un mec dans un placard qui faisait des analyses de data qui s'appelle Yannick Potier, qu'on salue. C'est tout. Il n'y avait pas de coordinateur du recrutement, il n'y avait pas de scout, il n'y avait même pas de directeur sportif. Rappelez-vous, Juninho, comment ça s'est mal passé. Donc, on peut critiquer John Textor sur plein de choses, sur le fait qu'il vende des actifs, sur le fait que ce soit un joueur de flûte professionnel et que visiblement sa priorité, c'est plus de voir Botafogo gagner que l'Olympique Lyonnais. Par contre, il a fait de l'Olympique Lyonnais un club moderne dans sa structuration. Ça, c'est quand même pas mal. Mais il ne pouvait pas tout régler d'un coup. Je vous rappelle que l'an dernier, à peu près à la même période, un petit peu plus tard, on se retrouve dans une situation où il y a une trêve internationale. Et pendant la trêve internationale, il y a des tractations au club pour faire virer Fabio Grosso alors qu'il n'est même pas là depuis 3 semaines. Il y a, à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parle, effectivement, je vois que ça en parle dans le chat, du gang des Lyonnais, du vestiaire qui est pourri de l'intérieur, des joueurs qui sont des ingrats, de l'ambiance pourrie au club. Et on en a parlé de ça. Et on a dit, il faut tout raser. Moi, j'ai dit en premier, il faut tout raser. Il faut virer tout le monde. Il faut dégager Ponceau, il faut dégager Anderson, il faut faire le ménage dans le staff parce que Vullier, il est toujours là, nanani, nanana. Ça a été fait. Aujourd'hui, dans l'état-major du club, il n'y a que des gens qui ont été choisis par John Textor et qui savent travailler entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent tous super bien, notamment David Friot. Il a principalement été débarqué de l'Olympique Lyonnais, pas parce qu'il a foiré son mercato, mais parce que c'était compliqué humainement avec pas mal de gens autour de lui. Aujourd'hui, de Textor jusqu'au coach, c'est à peu près fluide dans qui fait quoi et pourquoi. Donc ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, il reste 2 choses. Il reste le staff sportif. Le staff sportif, il y a pas mal de gens qui sont partis, des gens qui sont venus, qui ont été choisis par Pierre Sage. Donc là-dessus, c'est bon. Personne, aujourd'hui, au club, ne cherche à savonner la planche à Pierre Sage. En tout cas, dans le staff sportif. Ce qui n'était vraiment pas le cas il y a 1 an. Parce que quand Pierre Sage est choisi, il y en a qui n'aiment pas trop qu'il soit choisi à l'époque. Et vous savez très bien de qui je veux parler. Vous avez au sein du vestiaire les mêmes éléments, à quelques micro-choses près, les mêmes éléments que l'an dernier, quand il y a une quasi-mutinerie envers Fabio Grosso. Alors on peut me dire, oui, mais Fabio Grosso, il était nul, c'était un mauvais coach. Peut-être. En attendant, quand vous avez des joueurs qui, parce qu'ils sont pas contents, parce qu'il y en a un qui joue pas, parce qu'il y en a un qui aime pas la tactique, qui sont prêts à se liguer ensemble contre le coach, c'est pas parce que le coach leur revient un peu mieux après qu'il n'y a pas toujours un risque de mutinerie. Vous avez entendu ce qui s'est passé, ce qui a été relayé. Je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais le truc de oui, les joueurs ils disent Pierre Sage, non c'était Razi qui dit ça, que Pierre Sage de toute façon il va bientôt sauter de ça. C'est pas que j'y crois pas. Je pense que c'est un peu poussé, mais toujours est-il que dans le vestiaire il y a toujours ces éléments-là. Et il y en a qui ont été potentiellement mis de côté. Je pense notamment à Dejan Lovren, qui était un grand fidèle de Laurent Blanc et qui devait pas être le dernier à vouloir faire sauter Fabio Grosso à une époque. Mais il y a toujours ce problème de noyau de vestiaire composé de, du gang des Lyonnais. On sait que Ernest Nuama, c'est compliqué sur le terrain pour plein de raisons, mais c'est aussi compliqué en termes d'intégration. Rappelez-vous également quand Gift Orban est arrivé, ce qu'on n'a pas entendu sur Gift Orban, notamment de la part de Romain Medina qui a dit qu'il était infect, qu'il n'était pas sympa, qu'il était horrible et compagnie. Ça sort pas de nulle part, ça. Ça, c'est des gens qui font sortir ces choses-là. Et je pense qu'il y a quand même un problème de fond qui est que ce vestiaire, il ne vit pas si bien que ça. Il a bien vécu pendant 6 mois parce que c'était la fiesta générale, et probablement qu'il vivra bien si les victoires s'enchaînent. Mais quand il y a des résultats plus négatifs, il est fragile, ce vestiaire. Il est fragile parce qu'il se replie sur lui-même. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose qu'il y ait toujours ces lofters qui vont être réintégrés au groupe, parce qu'on ne peut pas les laisser dans un loft, ça ne se fait pas, c'est interdit. Donc Lovren, Lopez vont revenir s'entraîner avec l'équipe première. Donc ils vont faire partie de la vie de groupe. Ça ne va pas être agréable, mais pour eux, ça ne doit pas être agréable. Lopez, qui est passé de numéro 1 pendant plus de 10 ans à l'Olympique Lyonnais, se retrouve gardien numéro 3. Ça ne va pas être facile. Et je critiquerai pas, moi, Lopez, de se retrouver dans une situation qui est un peu dégueulasse pour lui, parce qu'il ne l'a pas demandé, je veux dire, il n'a rien mérité là-dessus. Ça va pas être une présence positive au sein du club. Dejan Lovren, c'est pareil. Un mec qui a visiblement pas fait grand-chose pour s'en aller, qui respecte son contrat, il a bien le droit. Ça va pas être une présence très positive dans l'écosystème du club.
Il y a également le problème de la taille du groupe. Aujourd'hui, vous avez un effectif à l'Olympique Lyonnais qui compte 30 joueurs sous contrat. Il y a 30 joueurs à l'entraînement. Vous voyez les profs. Vous en avez peut-être qui sont profs dans le chat. Faire classe à une classe de 20, c'est super facile. Faire classe à une classe de 35, c'est l'enfer sur Terre. Donc moi, je suis un petit peu inquiet par ça. C'est-à-dire la structure du groupe avec des joueurs qui sont des poids morts, qui sont dans un cul-de-sac sportif et qui sont toujours là, et le nombre de joueurs qu'il va falloir se fader. Et ça va être compliqué. Qu'importe la taille du staff, c'est difficile de souder un groupe quand il y a trop de joueurs, tout simplement. Voilà, on est Chelsea, un peu. Ton avis sur le profil de Ryan Cherki au sein du club? Le cas Cherki, j'hésitais à faire une vidéo entière sur le cas Cherki. Parce que le cas Cherki, il est très très épineux. Pourquoi? J'ai résumé un peu ma position sur ALZ. C'est un joueur, Cherki, qui aujourd'hui n'est pas indispensable à l'Olympique Lyonnais. Il est important, c'est un joueur avec un profil différent, mais il n'est pas indispensable. C'est pas le premier nom qu'on coche sur la feuille de match. Le problème avec Ryan Cherki, c'est que comme il a centralisé beaucoup d'espoir, qu'il est très précoce et qu'il a un style de jeu qui est quand même celui d'un homme providentiel, on ne fait que parler de Cherki. On ne fait que de parler de Cherki. Et on parle beaucoup trop de Cherki. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui auraient dû partir cet été, qui ont potentiellement eu des offres et qui, il y a des choses qui se sont passées autour d'eux dont on n'a pas forcément eu vent dans la presse, mais on n'en parle pas. Par exemple, Maxence Cacré. Est-ce que c'est normal qu'un mec comme Maxence Cacré, qui a émis des désirs de partir, se retrouve avec 0 offre et qu'on n'en parle pas? On est quand même tombé très fortement sur le dos de Cherki avec cette histoire de Dortmund-PSG, mais on n'a rien dit sur Maxence Cacré. On n'a rien dit. 0 offre, 0 tractation. On sait qu'il y a des histoires d'agents et compagnie, mais quand même, à un moment donné, Maxence Cacré, dans un monde normal, il doit pouvoir trouver une porte de sortie. C'est dur de te prendre au sérieux avec une telle casquette. Bienvenue, bienvenue à toi. Il faut rappeler, depuis que sa naissance, on dit que c'est un crack de l'OL. Oui, mais ça, on n'a pas fait du bien à Ryan Cherki là-dessus. On n'a pas fait du bien en lui disant ça. Mais le problème de fond, il n'est pas là. Le problème, il est que vous avez d'un côté un entourage du côté de Ryan Cherki qui est très ambitieux pour lui, pour rester poli, et qui est dans un bras de fer constant avec le club. Et de l'autre côté, vous avez le club qui alimente ce truc-là. Rappelez-vous de la story de John Textor qui dit oui, Cherki, on lui a proposé une offre de prolongation et compagnie. Donc en fait, vous avez deux camps qui chacun essaye de maîtriser les récits autour de Ryan Cherki, mais il n'y a pas de vérité là-dedans. Et on se retrouve dans une situation un petit peu ubuesque où on a un Ryan Cherki qui a été mis en loft, dont on a dit soit tu pars, soit tu joues plus du tout. Et Ryan Cherki, dont acte, il a rien dit. Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Pour le coup, on peut saluer le fait qu'il n'a pas râlé, il n'a pas pleuré, et il s'est attelé à essayer de trouver des solutions pour partir, même si, à mon sens, il vise trop haut. Et de l'autre côté, vous avez donc Ryan Cherki, à qui on dit dégage. Vous avez cette histoire rocambolesque, et je peux vous assurer que c'est pas du chiquet, de Ryan Cherki qui se gare sur la place de David Friot. Et ça m'a été confirmé par 3 personnes, donc je raconte pas n'importe quoi là-dessus. C'est une vérité, ça. Et derrière, vous avez une offre de prolongation de contrat à Cherki avec une hausse de salaire sur un contrat longue durée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc à un moment donné, sur cette situation de Cherki, c'est là où, à mon sens, il y a un problème qui est que des questions devraient pouvoir être posées à la direction du club concernant le cas Cherki. C'est quoi la porte de sortie pour Ryan Cherki ? C'est quoi? C'est un départ cet hiver? C'est une prolongation? C'est quoi? On ne sait pas. Comme on n'entend que parler dans la presse, on n'a pas de moment où vous avez le directeur sportif, le coach ou le président et des journalistes qui puissent leur dire c'est quoi le problème avec Cherki? Donc je ne sais pas. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a des négociations pour une prolongation de contrat entre Cherki et le club. On nous a dit Ryan Cherki, il jouera pas tant qu'il aura pas, s'il n'est pas parti ou qu'il n'a pas prolongé. On va avoir un match contre Lens et on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Est-ce qu'elle existe, cette prolongation de contrat? Est-ce qu'elle va être signée? Est-ce que Ryan Cherki veut signer une prolongation de contrat ou veut partir libre? On a même des rumeurs de la Turquie. Honnêtement, j'y crois zéro, parce que s'il a refusé cet été des clubs comme Fulham, c'est pas pour aller s'enterrer à Galatasaray, à mon sens. Aujourd'hui, la prolongation est toujours pas signée. On est toujours dans des tractations. Moi, j'entends des discours qui sont à l'opposé selon que j'entends des trucs au club ou du côté de Ryan Cherki, en tout cas de l'entourage de Ryan Cherki. Cette situation-là, elle est, c'est ce que j'ai dit dans LZN, tout le monde passe pour des débiles. Un coup, il est dans le loft, un coup, on veut le prolonger avec augmentation de salaire. Ça n'a pas de sens. Soit c'est un élément clé du futur, soit c'est un mec qu'on veut balancer à la première occasion. Mais il faut accorder les violons. Tout ça, pour un joueur qui aujourd'hui n'a pas sa place dans le 11.
Aujourd'hui, vous avez une équipe qui tourne en 4-3-3 ou en 3-5-2, dans lequel le poste de Cherki d'ailier intérieur ou de meneur de jeu n'est pas coché. Et quand bien même il y aurait ce poste de meneur de jeu excentré, vous avez Saïd Benrahma, même si Saïd Benrahma aujourd'hui le club lui cherche des portes de sortie et n'en trouve pas, qui est aujourd'hui un joueur plus confirmé que Ryan Cherki. Donc c'est un vrai souci d'avoir autant de discussions, autant de bordel, autant d'infos, d'infox, de désintox de mes couilles pour un joueur qui n'est pas un joueur majeur de l'effectif de l'Olympique Lyonnais. J'en rêverais, moi, que Ryan Cherki soit un joueur majeur de l'Olympique Lyonnais. Ça voudrait dire qu'on a un Cherki qui brille, un Cherki qui nous fait rêver. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, Cherki, c'est encore un jeune joueur à potentiel avec malheureusement un statut de titulaire indiscutable parce qu'il a un salaire de titulaire indiscutable. Donc là, le cul-de-sac, il est ici. Cherki a une piste en Turquie. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que ce serait pas cohérent. Ce serait pas cohérent. Cherki, il a eu des touches cet été. Hein. Il a eu des touches au PSG notamment. Le PSG, il y avait une offre qui était acceptée par l'OL. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on nous a expliqué juste après LZ d'ailleurs, juste après LZ, il y a des articles qui sont sortis qui nous ont expliqué que c'est John Textor qui aurait refusé que Ryan Cherki signe au PSG. Voilà, que s'il n'a pas signé au PSG, c'est à cause du méchant John Textor. Alors est-ce que c'est vrai ou pas vrai? J'en sais rien du tout. Moi, je crois que ce que je sais, et là, je pense que c'est des jeux de communication. Ensuite, on nous dit qu'il y avait une offre à Dortmund, puis finalement, il n'y aurait peut-être pas eu d'offre à Dortmund. On ne sait pas. Il y a eu des touches un peu partout en Europe. Mais pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il n'est pas parti? Bah, je sais pas. Peut-être parce qu'il attend des gros clubs. Mais du coup, c'est pas cohérent. Parce que s'il attend des gros clubs, le meilleur moyen d'avoir un gros club, c'est de partir libre. Donc, du coup, c'est de pas jouer de la saison. On va bien voir. On a bien vu Osimhen à la Galatasaray. Osimhen, il est à Galatasaray par opportunité. C'est-à-dire que le club n'a pas réussi à le vendre comme il le voulait. Ils ont recruté son remplaçant. Du coup, Osimhen, il n'a plus rien à foutre à Naples. Donc, il va faire 1 an de prêt pour être vendu plus tard. C'est différent. Or, Ryan Cherki, il ne peut pas être prêté là. Le PSG n'a pas apprécié le comportement de son entourage. C'est pas ça. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le PSG, c'est pas le PSG qui a refusé Ryan Cherki. Ce n'est pas dans ce sens-là. Le refus, il vient côté OL, côté Cherki ou côté Textor. Mais le PSG avait offert un pont d'or à Ryan Cherki, doublé quasiment son salaire. Ça n'est pas venu du PSG, le refus. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc voilà, c'est quoi tes donation goals pour le Z-Event? À 10 euros, je vais chez le coiffeur. Voilà, parce que là, il y en a du cheveu. Hein. Donc je vais bientôt y aller, vous inquiétez pas. Quelle bêtise pour lui de ne pas être allé là-bas. Je sais pas si c'est une bêtise. Je pense qu'à Paris, il aurait été remplaçant du remplaçant et que ça se serait pas bien passé. Prolongation plus prêt, ce n'est pas le plus aberrant. Ce serait cohérent. Mais je suis pas sûr que Ryan Cherki veuille d'un prêt à Galatasaray. Le refus du PSG était en juillet après le coup de Dortmund. Moi, c'est pas comme ça que j'ai entendu. Pour moi, à partir du moment où Cherki a décidé de ne pas poursuivre, ou en tout cas ça ne s'est pas fait, le PSG s'est penché sur Doué, et à ce moment-là, c'était terminé pour Cherki. Avant, tu révèles la Coupe d'Europe de Marseille. Non, je ne l'ai pas sur moi, là. Elle est à la maison. Parle-nous de cet appart à Lyon. Je ne suis pas à l'appart à Lyon, je suis à Paris, là. Je suis à Paris, chez ma mère. Puis si on veut réduire l'écart avec eux, il va falloir arrêter de leur vendre tous leurs joueurs. Ouais, bah alors ça, c'est plus tard. Parler de l'écart avec le PSG, je veux bien, mais qu'on commence déjà à faire top 3, ce serait pas mal. Hein, après, on parlera de... L'offre du PSG, c'était avant ou après la déclat de Textor? Je sais pas. Ça, je sais pas. Maintenant, c'est sûr que les relations entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi n'ont pas dû jouer positivement dans les tractations Cherki PSG. Ça, c'est sûr. T'as encore déménagé? Non, je n'ai pas déménagé. Je suis à Paris. Je suis rentré chez mes parents pour une semaine à Paris pour, à la base, bosser sur les Paralympiques, mais en réalité pour dormir parce que j'avais le Covid. Et je repars mardi à Lyon. Donc mardi, il y aura de nouveau le setup normal. Ça, c'est un setup portable. Il y a le micro que j'ai ramené, il y a la caméra que j'ai ramenée, et il y a une toute petite LED ici là que je peux éteindre. D'ailleurs, si je l'éteins, ça fait bizarre. Hein. Et elle ne veut pas s'éteindre. Si, voilà. Là, c'est moins bien comme set. Mais c'est une toute petite... c'est une micro LED. Allez, rallume-toi par contre là. Non. Allez. Putain. Pourquoi je l'ai éteint? Je suis un connard aussi. Bon, bah j'ai plus de lumière. Attendez, 2 secondes.
Quel est le problème ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai beugné la lumière, dit. Putain. Ah, voilà. Si vous voulez, je peux faire un setup feld-up. Non, comme ça. C'est pas mal. Voilà, c'est ça ma lumière. Hein. Ouais. Répondez! Hop. Ah, maintenant, faut juste pas que je la casse. Voilà, c'est bon. Bah, ça fait gyrophare, c'est normal. Voilà, hop. Je branche la batterie dessus. Voilà, nickel. Pas la rêve du répondez, c'est Jean-Jacques Bourdin. Plus de lumière, faut passer en ASMR, maintenant c'est obligatoire. Alors le truc c'est que je peux pas contrôler, il faudrait une lumière de couleur, mais j'en ai pas là. J'en ai pas. T'as compris le bourbier Adrielson Madding Textor. Alors le bourbier Adrielson c'est très rigolo. Parce que dans l'ordre, vous avez Pierre Sage qui compte sur Mamadou Sarr. Puis vous avez Mamadou Sarr qui part à Strasbourg. Comment vous dire que le départ de Mamadou Sarr à Strasbourg, il n'a pas été vraiment géré par la cellule de recrutement ou par Pierre Sage. C'est John Textor qui s'est dit « Oh, il y a un mec on me propose 10 millions, allez hop là, let's go ». Donc à partir de là, vous vous retrouvez avec pas beaucoup de défenseurs centraux et Adrielson est là. Donc à un moment donné, vous n'avez pas trop le choix. Puis vous avez John Textor qui décide qu'Adrielson à Botafogo, c'est quand même pas si mal. Voilà. Donc tout ça a été géré par John Textor tout seul. Tout seul. Sarr, c'est John Textor tout seul, et Adrielson, c'est John Textor tout seul. Donc forcément, quand vous êtes Pierre Sage, c'est pas facile. Parce que Pierre Sage, aujourd'hui, il vit son rêve d'être entraîneur de l'Olympique Lyonnais. C'est un jeune entraîneur. Il n'a pas la street cred pour aller dire non mais tu fais pas ça, t'es un malade. Du coup, le problème du club aujourd'hui à l'OL, c'est exactement le même qu'à l'époque de Jean-Michel Aulas. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un coach un peu comme Genesio, un peu comme Rémi Garde, qui est très content d'être là et qui n'a pas la prestance pour mettre la pression sur le club. Et vous avez un président qui est omnipotent, surpuissant, à qui personne n'ose dire quoi que ce soit et qui prend des décisions dans son coin. C'est exactement la même situation que sous Jean-Michel Aulas avec les entraîneurs qui étaient des petits entraîneurs. C'est assez fou quand même d'avoir réussi à se débarrasser, entre guillemets, de Jean-Michel Aulas pour récupérer la version américaine de Jean-Michel Aulas. C'est John Michael Aulas. C'est terrible. C'est terrible. Donc voilà, donc il y a quand même ce problème de fond qui est qu'on est avec un président qui fait mumuse. Il a raison, il a eu le droit, c'est son club, mais c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on voulait que le post-Aulas soit l'époque où l'Olympique Lyonnais bascule dans la modernité avec un président qui préside, avec un directeur général qui dirige, avec un directeur sportif qui fait mémuse sur le sportif et des recruteurs qui recrutent. Et on se retrouve de nouveau avec un président qui joue au directeur sportif, voire au coach, avec un directeur sportif qui a pas forcément le mot sur les choses et une cellule de recrutement qui, à de maigres exceptions, ne sert qu'à dire « Oui, vous inquiétez pas, il est pas si nul ». Voilà, c'est ça le problème. Et encore une fois, le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est pas de recruter Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté, s'il arrive à l'Olympique Lyonnais pour 8 ou 10 millions, on est content. On se dit c'est pas mal. Le problème, c'est que Moussa Niakhaté, il arrive à 32 patates. Aurel Mangala, s'il arrive pour 10 millions ou 12 millions, bon, bah ça marche pas, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il arrive pour 35 patates. Donc vous avez une cellule de recrutement qui bosse comme elle peut, avec les cartes qui lui sont données, qui sont pas forcément des super cartes. Et vous avez de l'autre côté un directeur sportif qui, du coup, en plus, se barre après le mercato. Bonjour, super, très efficace. Et un président qui fait mumuse. Voilà. Ton avis sur Vertou. Alors, mon avis sur Vertou, j'ai 3 choses à dire sur Vertou. La première, c'est... il y a 3 choses. 1, le sportif pur. 2, la manière dont ça a été géré par le club. Et 3, l'extra-sportif. Le sportif pur. Aujourd'hui, Jordan Vertou, c'est probablement intrinsèquement le meilleur milieu de l'Olympique Lyonnais, d'assez loin même. C'est un bon joueur qui a de l'expérience, qui a 31 ans, qui a de la bouteille, qui a un profil intéressant. C'est, à mon sens, une bonne recrue pour le prix qu'il a coûté et la baisse de salaire qu'il s'est infligée à lui-même. Donc sur ce plan-là, on va l'écarter parce que, à mon sens, Jordan recrue sportivement est une bonne recrue. La manière dont ça a été géré, le fait que l'Olympique Lyonnais soit obligé d'aller activer son joker mercato le 3 septembre pour aller chercher Jordan Vertou,
ça me donne envie de casser des trucs. Il y a 2 mois de mercato, il y a 2 mois pour aller chercher un milieu du type de Vertou, probablement qui coûte moins cher, probablement avec un salaire inférieur, et tu te retrouves à devoir mendier en fin de mercato la seule piste intéressante, et il se trouve que heureusement qu'elle existe cette piste, parce que sinon t'es quand même bien à poil au milieu. Le troisième point, c'est l'extra sportif. Moi, je peux pas d'un côté dire que j'aime pas Wissam Ben Yedder, que j'aime pas Mason Greenwood, que j'aime pas les mecs qui prennent des positions de merde sur l'homosexualité type Mostafa Mohamed, et de l'autre côté avoir un mec qui débarque au club, qui est impliqué dans des choses qui certes ne le concernent pas lui directement, mais sa femme, mais des choses très très cheloues de couverture, d'abus sexuels, d'inceste et tous ces trucs-là. Ça m'emmerde. Quand bien même c'est pas lui mais sa femme, ça veut dire qu'il dit rien. Il est quand même de près ou de loin concerné par ces affaires-là. Et ça m'emmerde, voilà, ça m'emmerde, c'est tout, ça me fait chier. On est obligé d'avoir une certaine droiture par rapport à ça. Quand c'était Boateng et qu'on savait pas et qu'on s'est rendu compte que Boateng était un sac à merde qui avait poussé sa femme au suicide, je pense pas avoir vu des mecs l'encenser. Alors certes, c'est plus facile de ne pas encenser un joueur quand il est extrêmement nul, mais quand même, comme ça m'emmerdera de voir Thiago Almada qui a été mouillé dans des affaires un peu sordides du même genre, qui certes a été blanchi mais pas ses copains, ça m'emmerde, voilà. Ça m'emmerde. Le fait qu'il ait jamais communiqué sur le sujet, qu'il s'en soit jamais distancé, ça me fait chier, voilà. Apparemment, c'est que une rumeur de merde. Non, c'est pas une rumeur de merde. Il y a des choses qui... La rumeur de merde, ce serait qu'il aurait payé les frais d'avocat de son beau-père. Ça, effectivement, il n'y a pas d'éléments qui aujourd'hui permettent de prouver que c'est le cas. Toujours est-il qu'il y a sa femme qui est chelou, simplement. Chelou. Et que ce soit lui qui paye quoi que ce soit, il y a quand même sa femme qui est là, qui cautionne des trucs chelous, il est avec elle. En plus, sa femme, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Elle s'implique beaucoup dans la communication de son mari. Donc, on ne peut pas la dissocier. On ne peut pas dire, oui, mais c'est sa femme, on s'en fout. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, je sais pas ce qu'il y a là-dessus. C'est les affaires de famille, c'est compliqué. Peut-être qu'elle a des dossiers sur lui. Peut-être que je sais pas. Peut-être que c'est une sorcière et j'en sais rien. Toujours est-il que on peut pas ignorer qu'il y a des trucs chelous. C'est tout. Voilà. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les cas où le footballeur est directement concerné et accusé. En attendant, ça fait un peu chier. Voilà. Almada, 80% du groupe AMA va l'acclumer quand il mettra des coups francs, mais ils font les acteurs avec Greenwood. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Après, encore une fois, pareil, on peut hiérarchiser. Mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Parce que Almada, l'histoire, elle existe. C'est pas parce qu'il a été blanchi qu'il n'y a pas des trucs un peu chelous derrière quand même. Donc voilà. Un petit mot sur Omari, quel rôle Omari, j'ai été un peu dur avec lui. Omari, en fait, il faut peser, si on raisonne... Attendez 2 secondes, parce que j'ai des notifs sur WhatsApp. Hop, voilà. Effectivement, merci Manon de ton intervention sur WhatsApp. Concernant Omari, moi je suis obligé de raisonner en ce que ça coûte au club et ce que ça va lui rapporter. C'est mon prisme. Vous allez me dire, c'est pas ton argent, on s'en fout. Omari, c'est un prêt d'un joueur qui a un tout petit salaire, qui n'est pas un excellent joueur, qui a certaines qualités, qui est un joueur moyennasse, mais qui coûte quasiment rien à l'Olympique Lyonnais et qui vient colmater une brèche que l'OL s'est créée toute seule, accessoirement. La brèche, c'est le départ de Sarr, le départ de O'Brien et le départ de Adrielson. Omari, il vient compenser cette petite brèche-là pour pas bien cher. Si Omari vient en 3e ou 4e décès, c'est OK. Si Omari se retrouve à être titulaire, ça me fait un peu plus chier. Donc voilà. Aujourd'hui, Omari... Il y a une option d'achat si elle n'est pas levée, c'est pas grave, c'est vraiment juste une prise en charge du salaire et un petit prêt payant pour un joueur qui a quand même de l'expérience en Ligue 1, qui est pas nullissime, qui est probablement pas au niveau pour jouer une Coupe d'Europe. Les Rennais ont un constat sur Omari qui est assez simple, qui est qu'il sort de 2 saisons de merde, mais avant ça, c'était quand même un joueur intéressant. Toujours est-il qu'on a quand même un problème au niveau de la profondeur de l'effectif en défense. C'est quand même... Moi, je trouve ça un peu scandaleux, vraiment. Un peu scandaleux que tu as 2 mois de mercato. 2 mois de mercato pour renforcer ton équipe et que la conclusion de tes 2 mois de mercato, c'est non, mais si jamais on veut jouer à 3 derrière, on peut mettre Clinton Mata à droite et Tagliafico à gauche, tu comprends, ça passe. Et on est fatigué, le bricolage, quand même.
Tu balances 140 millions sur tes 2 derniers mercato, t'es encore en train de bricoler. Flemme quand même. Il n'y avait pas un monde où tu pouvais ne pas vendre Adrielson ou Sarr. De toute façon, t'es dans la merde. De toute façon, t'es dans la merde. La DNCG, que ce soit 40 ou 30, tu vas te faire enculer. Donc, la vraie raison de votre déclassement, c'est que depuis 10 ans, vous remplacez des joueurs 7 ou 10 par des joueurs 4 ou 5. C'est pas vraiment ça, je pense, Ronano. Je pense que c'est que tu remplaces des joueurs 7 ou 8 par des 5 ou des 4 ou 5 qui sont des joueurs moyens qui vont jamais devenir des 7 ou 8. Quand tu remplaces un joueur par un Malik Fofana, à l'instant T, c'est peut-être un 5 ou 6, mais c'est un mec qui peut devenir un 7 ou 8, voire un 9. Le problème, c'est que quand tu remplaces un Paqueta par personne, littéralement, tu perds forcément. Là, même si tu remplaces... Là, par exemple, tu remplaces potentiellement Lacazette, qui est un 9 sur 10 pour un club comme l'OL, par Mikotadze, qui aujourd'hui est un 6 ou 7 sur 10. C'est OK, parce que Mikotadze, il a l'âge et le potentiel pour devenir un 8 ou plus que ça. Quand tu remplaces... quand tu ramènes un Benrahma, par exemple, Benrahma, c'est un 6, 6,5. Mais c'est pas un mec qui va monter à 7 ou 8. Et c'est un mec qui coûte cher. C'est ça mon problème. Et certes, on n'est pas dans une partie de Football Manager, on peut recruter que des mecs de 19 ans quand on est Olympique Lyonnais. Sauf que quand même, on est dans une situation où on est obligé de valoriser les joueurs. Donc, faire des paris sur des mecs qui sont moyens et qui coûtent cher, c'est des paris extrêmement coûteux. Le pari Aurel Mangala, c'est un pari qui est extrêmement coûteux pour l'Olympique Lyonnais, en salaire et en tarif. Si vous avez, par exemple, vous avez deux choix. D'un côté, vous avez Aurel Mangala, qui est international avec la Belgique, qui a joué en Première Ligue, qui a une certaine forme d'expérience. On peut se dire que c'est un joueur fiable. Vous allez le payer 250 000 de salaire et 35 patates. C'est extrêmement risqué parce que si jamais Aurel Mangala il est nul, vous en tirez rien parce qu'il a un gros salaire, donc il est dur à vendre et en plus vous allez payer hyper cher. Si vous tentez Amir Richardson, 10 millions, petit salaire qui sort de Reims, si jamais il est nul, Amir Richardson, c'est pas grave, il a un petit salaire, il sera facilement revendu et la perte restera moins, vous allez le vendre 6 millions. C'est pour ça qu'un mec comme Gift Orban, par exemple, le recrutement de Gift Orban, on est tous un peu déçus, même si moi je crois encore à Gift Orban. Mais Gift Orban, il a coûté 13 millions, il a un petit salaire, il est jeune. Donc au pire, vous allez le revendre 7 ou 8, vous allez faire une perte dessus, mais elle n'est pas dramatique, la perte. Et puis vous trouverez une porte de sortie pour un jeune joueur qui a 21, 22 ans et qui a quelques références en Coupe d'Europe. Il y en aura une, il y aura un club qui va vouloir le relancer. Mais il n'y a pas de club qui vont vouloir relancer Saïd Benrahma à 29 ans avec son salaire. Il n'y a pas de club hors magouille qui vont vouloir relancer Aurel Mangala après avoir été acheté 35 patates. C'est difficile de se refaire. Moi, le reproche que j'ai à faire sur l'Olympique Lyonnais, c'est que quand on avait une interdiction de recruter, on les a trouvés, ces coups-là. Les Clinton Mata, les Douye Kaletatsar, les Mamaldé, les Maitland Niles. Douye Kaletatsar, ça a été très compliqué au début. Mais on lui en voulait moins d'être nul à Douye Kaletatsar, parce qu'il a coûté 5 millions à l'OL. Et Douye Kaletatsar, si jamais ça devient un mec fiable, fort et stable, il peut repartir pour 10 ou 15 derrière. Mata, c'est pareil. Vous recrutez un mec qui a 30 piges, mais vous le prenez 5 millions. Trop bien. S'il est moyen, c'est pas grave. Aujourd'hui, Niakate, c'est pareil. Niakate, si jamais il n'est pas bon, il sera toujours entaché de ce montant de transfert. Toujours. Quand on a fait Joachim Andersen, c'était un pari pas forcément payant, parce qu'on l'a payé 25 millions, si je dis pas de bêtises. Sauf que c'est un jeune joueur qui a du potentiel. Du coup, il est quand même reparti pour 16. Et il a rapporté des thunes ensuite, parce qu'il y avait intéressement sur son transfert. Moi, mon problème, c'est de recruter des joueurs moyens très chers. Recruter des joueurs moyens pas chers, c'est cool. Recruter des jeunes joueurs pas chers, c'est encore génial. Mais recruter des joueurs moyens qui sont dans la deuxième partie de leur carrière, ça m'emmerde. Voilà. Et c'est pour ça que Vertou, sportivement, je comprends. 4 millions, ça me dérange pas. Mais plus que 4 millions, ça m'aurait fait chier. Parce que c'est un joueur de 31 ans avec un gros salaire. Donc, le jour où il faut trouver une porte de sortie à Jordan Vertou, avec le salaire qu'il avait à l'OM, vous avez vu comme ça a été difficile pour l'OM quand même. Les sacrifices qui ont dû être faits pour que Jordan Vertou vienne à l'Olympique Lyonnais. Parce que quand il recrute Vertou, l'Olympique de Marseille, il est tricard à l'Aroma, il est tout nul, il lui file un pont d'or, et derrière, ils veulent s'en débarrasser, ils n'y arrivent pas. Faut voir les coups de Lille quand ça va prendre Zegrova au Santos. Ouais, alors tu vois, Zegrova, c'est intéressant comme exemple. Parce qu'aujourd'hui, Zegrova, c'est un joueur qui est terrifiant, mais c'est pas un joueur excellentissime, Zegrova. Moi, j'aime beaucoup Zegrova, parce que c'est un joueur qui est clinique dans l'arme qu'il a. Mais Zegrova, ça a mis du temps à se mettre en route. On lui a laissé la chance. Et c'est ce que disait Sofiane. Zegrova et Nuama, c'est un peu les mêmes trajectoires, même si Zegrova, ça lui a pris moins de temps. Mais c'est un joueur qui a énormément de déchets, Zegrova. Et peut-être qu'à Lyon, il se serait fait pourrir.
Peut-être qu'à Lyon, il aurait été mal accueilli. Peut-être qu'à Lyon, ça se serait mal passé à cause de ça. Bon, Thiago Santos, j'en parle pas parce que Thiago Santos, c'est une prise de guerre extraordinaire et c'est probablement aujourd'hui un des meilleurs arrière-droits du championnat. Mais c'est ça dont l'OL a besoin. Même Angel Gomez, c'est une super prise. On n'est pas méchant avec X joueurs parce qu'il n'a pas coûté cher. C'est justement ce que je parle, niveau d'exigence de votre part, nivellement par le bas. Je suis d'accord avec toi, Renaud. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, les joueurs qui ont été recrutés quand on était interdit de recrutement, ils venaient pour dépanner. Donc oui, il y avait un niveau d'exigence qui était plus bas. Oui, on a un niveau d'exigence qui est plus bas pour un Clinton Mata qui débarque pour dépanner que pour une recrue phare. C'est normal. C'est normal. Maintenant, effectivement, on ne peut pas recruter que des cracks. Hein. On ne peut pas avoir 11 cracks dans l'équipe. Si déjà tu as 2 cracks, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, tu as Malik Fofana qui est le crack de l'équipe. Tu as Alexandre Lacazette aussi, qui a un niveau supérieur à tous les autres. C'est déjà pas mal. Maintenant, il faut que les mecs que tu mets autour, ta garniture, ce soient des mecs qui apportent des choses. Quand tu recrutes un Aurel Mangala et qu'Aurel Mangala n'apporte rien, parce que c'est le cas, hein, il apporte rien, il apporte aucune plus-value à cette équipe, Aurel Mangala. Il n'est pas nullissime, mais c'est une bouteille d'eau plate, quoi. Alors évidemment, c'est mieux qu'une bouteille de caca liquide, mais une bouteille d'eau plate, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un petit peu d'étincelle. Vous avez des joueurs qui sont des bouteilles d'eau plate à certains potes et c'est OK. C'est OK. Un Tagliafico, par exemple, il est défenseur gauche. C'est pas le défenseur gauche le plus flamboyant de l'histoire. C'est pas le meilleur défenseur gauche de l'histoire, mais il fait très bien le taf. Il est fiable et il est fiable à un poste où les gens ont la mémoire courte, où il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Emerson Palmieri et avant ça, c'était Maxwell Cornet. Là, on est arrivé avec un Nicolas Tagliafico, ça fait 2 ans qu'il est là, 2 ans que le côté gauche de l'OL, on coche sa case et on dit rien. Donc voilà, ça me dérange pas qu'un Nicolas Tagliafico soit une bouteille d'eau plate à un poste où finalement c'est pas si mal d'être une bouteille d'eau plate. Par contre, au milieu de terrain, on peut pas avoir de bouteille d'eau plate. Dubois était une bouteille d'eau plate. Non, parce que Dubois il coûtait des buts. Tagliafico, il a pas coûté, il a dû coûter quoi, 2 buts? Vraiment coûter des buts. Il a dû coûter 2 buts et pour le coup il en a marqué en plus Tagliafico, que ce soit avec des centres ou des buts tout simples. Dubois non, Dubois c'était une bouteille d'oxygène percée. Hein. Vertou, c'est pas une bouteille d'eau plate. Non, Vertou, c'est pas une bouteille d'eau plate. Vertou, c'est un joueur qui a des qualités, des vraies qualités. Quand vous mettez Vertou et Mangala côte à côte, je pense que Vertou le bouffe complet. C'est quoi ton avis pour la saison avec cet effectif? Mon avis sur la saison avec cet effectif, c'est que l'effectif, il est quand même bien meilleur que celui de l'an dernier. Donc j'ai quand même bon espoir que l'OL ne se retrouve pas à faire la saison de l'an dernier. Maintenant, mon problème avec cet effectif, c'est que c'est un effectif qui compte trop de joueurs. Il y a trop de joueurs sous contrat et qui, dans cet effectif, il y a un certain nombre de points morts et de joueurs qui vont être toxiques pour le vestiaire, qu'ils le veuillent ou non. Hein. Je ne vois pas un monde où un Anthony Lopez qui ne joue pas une seule minute n'est pas une présence toxique dans cet effectif. Je ne vois pas un monde où Dejan Lovren, qui est en fin de carrière et qui ne va pas disputer de match, qui n'est même pas enregistré pour l'Europa League, ne va pas être une présence toxique. Donc, Pierre Sage, quelles que soient ses théories, ses lacunes, ses limites, il a un énorme défi qui est réussir à manager cet effectif très hétérogène et pas du tout parfait, avec des manques d'un côté et une surcharge de l'autre. Vous avez d'un côté un secteur offensif où il y a trop de joueurs, parce qu'aujourd'hui le secteur offensif de l'OL, c'est Lacazette, Mikotadze, Orban, Molebe, Cherki, Nuama, Fofana, Benrahma. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait 8 pour 3 postes, allez 4 postes si jamais on joue comme des zinzins. Vous avez le milieu de terrain où théoriquement vous devez jouer à 2, mais vous avez 6 milieux de terrain au club, dont 2 qui sont en très très fin de course. Vous avez Matic, vous avez Tessman, vous avez Tolisso, vous avez Diawara, vous avez Cacré, vous avez Vertou. Ça fait beaucoup aussi. Et de l'autre côté, en défense centrale, il n'y a personne. Il y a 3 défenseurs centraux. J'ai oublié Zaha aussi, ça fait 9. Donc, je ne sais pas comment il va manager ça. Je ne sais pas comment il va manager les frustrations. Un mec comme Saïd Benrahma, aujourd'hui, il est parti pour très très peu jouer. Hein. Comment ça va être vécu par Saïd Benrahma? Est-ce que Saïd Benrahma va pas aussi être une présence toxique si on ne réussit pas à lui trouver une porte de sortie sur les derniers marchés qui sont encore ouverts? Ça risque d'être un problème. C'est pareil, si Cherki ne joue pas du tout, comment ça va se passer? Moi, j'ai peur de ça. J'ai peur des dissensions internes. J'ai peur du groupe qui vit pas bien, du groupe de zombies, de dépressifs comme on a eu l'an dernier. Et moi, c'est ça qui me fait peur. La qualité intrinsèque de l'effectif, l'OL a un effectif pour faire un 11 de départ largement potable. Le 11 de départ, Perry, Mata,
Caleta Tsar, Niakate, Abner ou Tagliafico, un milieu Cacré-Vertou ou Matic-Vertou et les 4 offensifs qui sont Lacazette, Mikotadze, Nuama, Fofana ou Napouza ou ce que vous voulez, c'est un 11 de départ qui fait le taf en Ligue 1. Mais le problème, c'est que c'est pas ça qui va compter. C'est comment ces joueurs-là vont se sentir dans le club, dans le vestiaire, comment ceux qui gravitent autour du 11 de départ vont le vivre. Ça, moi, je suis inquiet. Cherki Galatasaray, juste, je veux pas que ce soit clippé ou quoi que ce soit. Encore une fois, regardez les sources. Il n'y a pas plus bullshit que les médias turcs. Donc, je n'y crois absolument pas. Et si Cherki se retrouve à partir à Galatasaray, alors qu'il nous a cassé les couilles pour aller dans des grands clubs, bah écoute, grand bien lui fasse. Pourquoi personne s'intéresse au deal avec Nottingham qui a bloqué notre mercato? Aucun journaliste. Mais parce qu'il n'y a pas d'échange avec les journalistes. Il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de... La communication de l'OL, elle est verrouillée. Personne ne parle. Oui, je trouve que c'est scandaleux que personne ne pose la question des deals avec Nottingham Forest. Parce qu'il y a quelque chose, il y a nécessairement quelque chose. On sait très bien que ces joueurs-là, ils ont été super surpayés pour rendre service aux propriétaires de Nottingham Forest. Pourquoi on a rendu service aux propriétaires de Nottingham Forest? Il y a forcément une raison. C'est pas parce que c'est son copain, c'est parce qu'il y a dû avoir un service en retour. Donc ce service en retour, soit c'était l'achat d'un joueur en fin de mercato, une fois que la DNCG anglaise a foutu la paix à Nottingham, soit il a déjà été rendu ce service. Peut-être qu'il a été rendu au moment où l'OL a passé la DNCG. Peut-être qu'il y a de l'argent magique qui est apparu devant la DNCG qui venait de quelque part à Nottingham Forest, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, on n'a pas ces questions-là qui ont été posées. Et c'est un problème. Parce que qui va répondre au club? C'est pas David Friot, il vient d'être débarqué. C'est pas Laurent Prudhomme, il n'a pas de rôle sportif. Et c'est pas John Textor, puisque visiblement, il est jamais là. Donc qui va répondre à ça, l'Olympique Lyonnais? Qui aujourd'hui a la capacité de répondre à c'est quoi ce bordel avec Nottingham Forest? C'est bizarre quand même. Moi, c'est ça qui me chagrine. Et je rejoins ce que disait Sofiane dans LZ, qui est que c'est un peu chiant d'avoir son club qui traîne dans des trucs un peu chelous, qui fait des moves qui sont vus par les supporters d'autres clubs, qui dit bon bah ton club il pue un peu la merde, et que toi t'es un peu obligé de dire ouais ça pue un peu la merde. Ouais. Merci Thomas de Farcy, merci Giuseppe également pour l'abonnement, merci Rome, et merci à ceux qui suivent la chaîne également, Dino Boros, Seb-OL, Cheyi, qui j'ai pas cité, les Calu, CSN Thomas, etc. etc. L'OL est un flux financier. Ouais c'est ça, moi je suis d'accord avec lui, ça m'emmerde que l'OL fasse partie d'un groupe de clubs où tout est fluide. Non, moi je m'en branle de Botafogo. Je m'en branle de Crystal Palace, j'en ai rien à foutre de Molenbeek. Ça m'emmerde. Que ce soit dans un sens ou de l'autre. Hein. Si demain on se retrouve à être la sangsue d'Everton, ça me fera chier tout pareil. Cherki directement, il a déjà la place de parking. Ça c'est quand même lunaire en vrai. Enfin, en vrai, vous vous rendez compte? Il a quand même... C'est vraiment un petit con. Hein. Il s'est quand même garé sur la place du directeur sportif. Parce qu'il ne l'aime pas. Et le pire, c'est qu'il a eu sa peau, quoi. Il a eu sa putain de peau. Pas que lui, hein. C'est pas que Cherki, hein. Mais c'est faux, c'est fou. Il n'y a pas un monde où Lyon fait une bonne saison, le club est géré la merde. On va essayer, on va espérer, hein. On n'est pas là pour tout le temps être négatif. Moi, évidemment, que j'espère que l'OL va faire une belle saison parce que je suis ravi à la perspective d'aller voir OL Olympiakos dans une dizaine de jours. Plutôt une vingtaine d'ailleurs. Mais je suis pas confiant. Je suis pas confiant parce que je trouve que l'équilibre de ce club, il est très très précaire. Et que dès qu'il y a une défaite, tout le monde s'écroule. Non, c'est pas une erreur la place de parking. C'est pas du tout une erreur. Je peux vous assurer que ce n'est pas une erreur la place de parking. C'est tout à fait volontaire. Est-ce que Ribus te manque en défense? Non. Bien sûr que non. Il n'était pas à un concert ensemble hier. Je sais plus. J'ai vu une photo voir, je crois. Si on met 100 millions au mercato d'hiver, c'est ok, tu penses? Si on met 100 millions au mercato d'hiver, je pense que la DNCG achète des gilets pare-balles et des fusils à pompe et qu'elle débarque à 6h au Groupama Stadium. Non, c'était Lopez qui était, c'était pas Cherki. Ouais. Quel sera l'impact de départ de Lacazette d'ici la fin de saison, je veux dire en termes de dynamique de groupe et du fameux gang des Lyonnais? Je pense que le départ de Lacazette à la fin de la saison n'est pas forcément négatif d'un point de vue dynamique de groupe. Je pense que là, il est dans un barreau d'honneur et qu'après, ça permettra d'amorcer un nouveau cycle. Avec le départ de Lopez, de Lovren, de Lacazette, il restera plus que Tolisso, théoriquement, et peut-être Cacré, qui sera peut-être pas parti.
mais ça amorcera peut-être une nouvelle dynamique avec des nouveaux leaders et donc un nouveau noyau de leaders. Parce qu'aujourd'hui, le noyau de leaders du vestiaire, il est soudé autour de Lacazette. C'est Lacazette et le gang des Lyonnais, entre guillemets. Peut-être que ça amorcera une nouvelle dynamique. Moi, j'adore Alexandre Lacazette, j'ai pas envie qu'il s'en aille évidemment, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a sûrement une magouille car Textor doit vendre en urgence ses parts de Palace, donc le patron de Forest va l'aider. Il y a une magouille, c'est sûr. C'est sûr. Sinon, ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas de magouille derrière les transferts de Niakate et Mangala, ça n'a pas de sens. Il y a forcément quelque chose. Et le fait qu'on ne soit pas en mesure de pouvoir poser la question de ça me chagrine. Je suis nostalgique, je vais vous le dire, hein. Je suis nostalgique de l'époque Aulas pour les conférences de presse à outrance, de présentation des joueurs qui duraient 1 heure et où tous les journalistes posaient plein de questions. Quand bien même les questions étaient éludées, quand bien même il y avait de la langue de bois, au moins à chaque arrivée de joueur, on avait une conférence de presse, on pouvait poser des questions, on pouvait écouter, les sujets être débattus. Moi, je suis un petit peu chagriné de l'absence totale de communication du club ou à travers des organes du club, c'est-à-dire les communiqués de presse ou la chaîne TV du club, ou à travers quelques journalistes très très ciblés. Et encore, c'est même pas dit. C'est même pas dit. Et le nouveau leader sera qui? J'en ai aucune idée. Aucune idée aujourd'hui de qui sera le prochain leader de l'Olympique Lyonnais. Il est peut-être toujours pas là, d'ailleurs. Peut-être pas là, hein. Peut-être que ce sera Taner Tessman, on ne sait pas. Peut-être que ce sera Moussa Niakate. Moi, j'ai tendance à dire que ce sera peut-être Clinton Mata, qui a l'air d'avoir un profil de leader. Mais c'est impossible de dire qui va émerger en tant que leader. On ne sait pas. On sait que ce ne sera pas, voyez, Paul Akoukou, par exemple. Le pire, c'est qu'ils l'ont fait avec Prud'homme et en compagnie les confs après le mercato d'hiver. Mais le mercato, en fait, moi, le reproche que j'ai à faire au club, là, c'est que quand tout tourne, ça communique beaucoup, ça fait des conférences de presse, c'est la fiesta. Et quand il faut répondre à une situation qui est moins agréable, une situation de crise, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Alors, c'est un choix, hein, c'est une stratégie. La stratégie du la la la, je n'entends rien, la la la, le bateau coule, mais tout va bien. Moi, ça me frustre un petit peu. On verra. Oui, on pourra retrouver. Le live sera en replay sur la chaîne secondaire. Sur la chaîne secondaire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont pas là pour des raisons évidentes de Z-Event. C'est pour ça, j'avais pas trop le choix. Hein. J'avais pas trop de créneaux pour streamer. Donc c'était ce soir nécessairement, puisque demain soir je suis au ciné et que mardi je suis dans le train et je vais pas avoir le temps. Mais je voulais faire un live cette semaine. J'ai pas pu parce que j'ai eu le Covid. Donc il y avait que ce créneau-là pour faire un petit live. C'est quoi le Z-Event? C'est un Super Smash Bros de streamer pour la bonne cause. Pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est que le Z-Event. C'est vrai qu'il y a la cérémonie de clôture des JO aussi. Non mais j'ai bien choisi mon stream. Hein. J'ai bien choisi mon stream, mon horaire de stream. Mais c'est bien, vous êtes 500 là. On est bien entre nous. On est très bien. Voilà. Peut-être qu'on fera un live blabla politique la semaine prochaine. Quand je tousserai vraiment plus. Peut-être qu'on parlera de Michel Barnier et des arrangements de Gérald Darmanin avec le PSG. Hein, ça vous intéresserait, ça? Qu'on râle, qu'on fasse des lives de gauchias. Ton avis sur la charnière à 3? J'ai pas encore d'avis dessus. Je sais pas. Ça dépend des pistons. Et je suis pas encore convaincu. Content d'être à Lyon, Montrouge, je te demande pas. Je suis à Montrouge, là. Mais non, Montrouge ne me manquait pas du tout, si c'était la question. Tu vas à la fête de l'UMA? Non, je prends des douches. T'as suivi l'affaire Ricard PSG? Oui, bon, ça c'est vraiment grotesque. Hein. Alors, vraiment, l'affaire Ricard PSG, Ricard OM, là, on est sur un niveau. T'en penses quoi des pages actuelles? Dans l'immense, je vais vous le dire, l'immense majorité des cas, ce sont des pages poubelles, ce sont des pièges à engagement qui n'ont pas beaucoup d'éthique, qui se basent parfois sur des rédacteurs bénévoles. Voire des rédacteurs qui doivent payer pour participer au projet. On ne citera pas qui, mais je sais que ça existe. Il y en a des très bien. Il y en a qui sont pas nocives. Il y en a qui font du taf dans leur coin et jamais je leur chierai dessus. Mais il y a une partie de ces pages-là qui sont juste des appos à clics, des appos à like de merde. Il faut pas leur donner de la force. Simplement. Tu préfères Michel Barnier ou Michel Bernier? Michel Bernier. Au moins, il ne casse pas les couilles avec son racisme et son homophobie. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Quand commences-tu le padel? Déjà me mettre au vélo, ce sera pas mal. Tu vois l'OM bien devant l'OL cette saison? Ouais, je pense, ouais.
L'OM m'a l'air plus armé en termes d'effectifs et en termes d'harmonie de vestiaire et de coach, accessoirement, parce que De Zerbi est quand même un très gros coach. Donc oui, je pense que l'OM finira devant l'OL, même si c'est évidemment pas ce que je souhaite. Stream le jour de la première victoire de Groupama FDJ sur Grand Tour depuis longtemps. Oui, victoire de Stephen Kung, j'ai vu de très loin, j'ai pas suivi parce que j'étais pas chez moi. Mais oui, victoire de Stephen Kung, c'est bien. Puis c'est bien pour David Gaudu aussi. C'est bien, c'est une belle Vuelta, moi ça me fait plaisir pour lui. Ça me fait très plaisir pour David qu'il ait retrouvé des jambes et la motivation. On sentait que le moral était pas top top et que la Vuelta ça lui a fait beaucoup de bien. Donc je suis très content pour David. Barnier est raciste. Bah, Barnier, il a 73 ans, donc il est forcément raciste. Hein. Je vous invite à regarder. Raciste, je sais pas, mais j'ai vu plein de trucs sur les violences sexuelles, tous les votes de Michel Barnier depuis 73, faut s'accrocher. Hein. Faut s'accrocher. Hein. Technique de suicide safe avant le lundi matin. Tu peux te mettre en replay les 2 premiers matchs de l'Olympique Lyonnais. Ça devrait faire le taf, normalement. Ça devrait faire le taf. Voilà. Le petit mot sur la perf de Ken Bogard. Je trouvais ça ouf. J'ai pas trop regardé tout ce qui s'est passé au Z-Event. Mais j'ai regardé le live de Ken. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Ken Bogard, c'est un streamer. À la base, c'est un streamer jeu de combat et jeu Nintendo qui s'est mis depuis quelques temps déjà à streamer ses sorties vélo et l'entretien de son vélo. Et là, il a fait, pour le Z-Event, 3 montées consécutives du Mont Ventoux. Et lors de la 3e montée du Mont Ventoux, il y avait un vent, mais de malade, tout en haut. Pour ceux qui connaissent pas le Mont Ventoux, c'est comme la Lune. Hein, donc, il n'y a pas d'arbres, c'est très exposé. Donc, quand ça souffle sa mère. Et j'ai trouvé ça fou, en fait. Il y a vraiment ce moment où il est face caméra avec le vent et son vélo collé contre lui pour pas qu'il s'envole. C'est une folie, hein. C'est une folie. Donc, full respect à Ken, qui est un mec très sympa. En plus, je le connais pas bien. Hein. Je veux dire, je lui ai parlé 2-3 fois dans ma vie. Mais c'est un très chouette gars. J'aime beaucoup ce qu'il fait en stream. Et je trouve ça très, très chouette qu'il ait pu faire ça. Je n'ai pas vu ta question. Ok, je viens de voir ta question, Adrien. Je suis pas sûr que c'était nécessaire de me relancer pour que j'y réponde. Ton avis sur une promotion de MLJ sur le poste de directeur sportif qui sort gagnant de tout cela, tout le monde étant persuadé qu'il ne peut pas faire ce qu'il voudrait faire. Je sais pas si c'est une bonne chose qu'il devienne directeur sportif. Je pense qu'il est bien là où il est, Mathieu Louis-Jean. On verra. De toute façon, il faut cocher cette case. Il faut que quelqu'un reprenne les prérogatives de David Friot. On va voir. C'est une bonne question pour la suite, on verra. Et encore une fois, c'est un truc qu'on ne peut pas demander au club. On devrait avoir la réponse de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc je ne sais pas. Plus difficile à monter le Mont Ventoux ou le Mont Venteux dans le SDA. Dans le SDA, c'est quoi le SDA? Tu penses qu'on va jouer comment? Moi je pense qu'à 3 derrière, c'est la seule formation qui permet à la fois d'avoir un certain équilibre défensif et en même temps de pouvoir jouer avec Mikotadze Lacazette ou Orban Lacazette ou Orban Mikotadze. Donc j'ai tendance quand même à penser que le salut de l'OL, c'est cette organisation un peu hybride avec 3 derrière et des pistons qui sont un peu différents. C'est-à-dire d'avoir un piston défensif d'un côté, un piston offensif de l'autre. Donc par exemple d'avoir un Abner à gauche mais un Nuama à droite, ou d'avoir un Maitland Niles ou un Mata à droite et un Fofana de l'autre côté. Donc c'est un 3-5-2 avec du déséquilibre. Mais ce 3-5-2, à ce moment-là, qui on met au milieu de terrain? Est-ce qu'on met Matic, Cacré, Vertou? C'est un peu tristoun quand même. Est-ce qu'on met un 10? Je sais pas. Mais j'ai quand même l'impression que ce système à 3 autorise plus de flexibilité qu'un 4-4-2 à plat qui est quand même très exigeant et très classique. Donc on va voir. Le problème de Friot, c'est que le gars est DS, mais il n'aime pas les médias, donc on l'entendait jamais. Le problème de David Friot, c'est qu'il a foiré son mercato, tout simplement. Hein. Encore une fois, on va tempérer ça en disant que c'était pas facile pour lui de faire son mercato, parce qu'il héritait d'une situation de merde et d'un président qui est omniprésent et qu'il a dû probablement faire avec des arrangements qu'il n'a pas choisis. Mais il y a aussi un problème de fait qu'il s'entendait pas très bien avec ses équipes, il s'entendait pas très bien avec certains joueurs et certains entourages de joueurs, et que ça n'a pas aidé à le garder derrière. Voilà. Tu te rends compte le 31 août que le 3-5-2 est sûrement le mieux adapté, c'est fou de naviguer à vue comme ça. Bah, c'est d'autant plus con que c'était évident en fait.
C'est des choses qui ont déjà été répétées avant plusieurs fois. Et à partir du moment où tu recrutes Mikotadze et que Lacazette reste, t'as pas mille potentiels. Tu sais que Mikotadze peut pas jouer sur une aile, c'est pas un bon joueur sur une aile. Donc tu sais que tu es probablement obligé de jouer à 2 pointes. Et si tu veux jouer à 2 pointes, il n'y a pas beaucoup de systèmes dans le football qui te l'autorisent. T'as le 4-4-2 à plat, qui pourquoi pas, après tout, mais t'as pas le milieu de terrain qui te permet d'avoir 2 milieux de terrain très vivaces et très ratisseurs. Donc c'est compliqué, puis surtout tu as des ailiers qui sont pas des ailiers qui défendent vraiment. Donc à ce moment-là, il t'en reste 2, c'est le 3-5-2 et le 4-4-2 en losange. Et le 4-4-2 en losange, c'est le grand fantasme des bandeurs de vieux football. Et aujourd'hui, l'OL n'a pas les armes pour faire un 4-4-2 en losange, parce que déjà, il y a trop d'ailiers. Donc ce sera probablement, à mon sens, un 3-5-2, ou alors un 4-4-2 à plat, mais j'y crois pas du tout. Déjà, à quelle heure tu vas chercher Friot en DS? Il y avait littéralement un emploi fictif à l'OM. Je suis pas certain qu'il avait un emploi fictif à l'OM. Maintenant, moi, à son arrivée, j'étais pas très emballé par le profil. Et d'ailleurs, je crois qu'il était pas très emballé par mon profil non plus, d'ailleurs. Mais disons que dans les gens que j'ai pu rencontrer au club, c'est pas celui qui m'a montré le plus de chaleur humaine, quoi. Voilà. Ou en diamant, comme diraient les Anglais. J'ai cette référence. Tu ferais les Z-Events si on t'y invitait. Je m'étais inscrit pour les streamers en ligne. Et bien évidemment que si demain on m'invitait à faire le Z-Event, je serais absolument ravi de le faire. Mais je stream trop peu. Je fais 4 heures de stream par semaine, c'est pas du tout assez. Donc j'ai pas ma place au Z-Event, ça me semble assez évident. Mais je trouve que En fait, ce que je trouve assez génial, c'est qu'on entend tout le temps du drama autour du Z-Event, puis le Z-Event arrive et on se rend compte que ça n'impacte absolument pas les cagnottes, ça n'impacte pas le nombre de viewers, et en fait c'est juste que Twitter, c'est pas la vraie vie. Et moi je trouve ça toujours cool chaque année de se rendre compte que les connards de Twitter qui font du drama, en fait ils existent pas tant que ça. Donc c'est quand même un bel événement qui est teinté de drama, de ceci, de cela, mais un bel événement pour la bonne cause, avec des gens qui s'amusent pour la bonne cause. Donc jamais vous m'entendrez chier sur le Z-Event, parce que je trouve que c'est un bel événement, et basta, quoi. C'est tout. Même avec les dramas. Moi, je m'en fous des dramas. Hein. J'en ai rien à taper. Enfin, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Je trouve que c'est d'une tristesse assez folle. J'ai vu ce qui s'était passé avec Ultia. Ultia, c'est quand même la cible facile de tous les connards. Hein. Vraiment, quand vous voulez vous plaindre d'être une victime, vous dites Ultia, elle est méchante. Et là, vous êtes à peu près sûr que toute votre communauté de connards, elle va dire ah ouais, Ultia, vraiment, on l'aime pas. Hein. Et ça marche à tous les coups. C'est vraiment, c'est vraiment la lumière Batman des sacs à foot, quoi. C'est génial. Ça me rend fou parce que ça fait la première qui voudrait, enfin, elle dit rien, quoi. Ça fait des années qu'elle dit littéralement rien parce qu'elle a peur de se faire emmerder et ça continue, quoi. Et ça continue. Mais non, c'est juste des vannes, la liberté d'expression. Oui, bien sûr. Alors, la liberté d'expression, visiblement, elle s'applique que pour faire chier une personne en particulier. Et bizarrement, une meuf. Probablement un hasard. Donc moi, ça me fait un peu de la peine pour elle. Je la connais pas. Je l'ai jamais rencontrée, je lui ai jamais parlé. Je sais juste que c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire quand on a des positions de gauche, il y a une injonction à la pureté et nécessairement de facto une armée de connards sur le dos parce que tu as osé dire des choses qui sont des évidences. C'est un bon baromètre pour juger des gens à qui il faut pas donner de force. Voilà, il suffit de voir leur position par rapport à ça. Ce qu'a fait Altaïr là, bon, je pense que ça situe un peu le truc, quoi. Elle a dit quoi? Littéralement rien. Voilà. En tout cas, depuis 2 ans, elle n'a littéralement rien dit, Ultia. Voilà. Elle est dans son coin, elle fait sa vie, avec sa commu, ses trucs à elle, et elle fait chier personne. Mais, comme un jour, elle a eu le malheur de, je crois, dire des trucs sur PFUT ou un truc comme ça, c'est devenu le porte-étendard de tous les connards de France. Donc voilà. Le jour où les bouffons de Twitter lâcheront la veste d'Ultia, on avancera. Tout ça parce qu'elle a remis en place une fois Inoxtag a raison il y a 3 ans. Ouais, et puis en plus, c'était même pas... elle a pas dit un truc absurde, quoi. Enfin bon, c'est... Je pense qu'elle ne demande qu'une seule chose, cette pauvre Ultia, c'est qu'on lui foute la paix pour qu'elle puisse vivre tranquillement dans son coin. Mais visiblement, non mais c'est la liberté d'expression, on a le droit de dire qu'on n'aime pas. Oui, t'as le droit de dire que t'aimes pas. T'as aussi le droit de fermer ta gueule, parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'a dit Antoine Daniel, hein. Et même ce qu'a dit Amine. Amine qui a dû prendre la parole là-dessus, qui a dit voilà, elle fait c'est les gens, ce que j'ai compris de loin, hein, sans être trop dessus. Elle a fait une liste de donation goal, et visiblement ça plaisait pas à des gens qui ne la suivent pas.
Parce que ces donation goals, ils sont nuls, apparemment. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler? Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient nuls? Il faudrait quoi? Il faudrait qu'elle fasse un donation goal, je vais dans la lune? Enfin, c'est fou, quoi. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre que les donation goals soient nuls? C'est grave. Enfin, on s'en fout. C'est un event caritatif, c'est pas une compétition, c'est pas la Zilan. Si sa commu, elle trouve que ces donation goals, ils sont cool, bah tant mieux. C'est bref. J'ai du mal à comprendre la nécessité d'aller s'intéresser d'aussi près à des gens qu'on n'aime pas. Enfin, le hate watch et le côté je chie sur des gens parce que ça me procure de la dopamine. Pourquoi? Mais peut-être pas, hein, pourquoi pas, hein. Mais à ce point-là, enfin, je veux dire, c'est pas Emmanuel Macron non plus. Il n'y a pas de raison objective de lui en vouloir. C'est fou quand même. Le truc, c'est que si ça te plaît pas, bah donne pas. Non, mais surtout, en fait, il y a tellement de gens dans ce monde. Il y a tellement de gens où il y a des bonnes raisons de les haïr ou de les détester ou de dunker dessus. Au hasard, le gouvernement, par exemple. Il faudrait concentrer sa haine sur des gens qui en valent la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui vraiment sont imbuvables, qui sont des connards finis, ont un impact négatif sur la vie des gens, j'en sais rien. Donner de son énergie, de son temps et de sa patience pour aller détester quelqu'un qui est dans ta vie à toi insignifiant complet, hein, ça me fascine. Moi j'en ai eu des haters aussi, hein, dans des proportions évidemment 200% moindres. Mais je suis toujours fasciné, surtout quand c'est des pères de famille. Je dis putain, tu veux pas t'occuper de ta fille au lieu de les dunker sur un pauvre gars qui fait des trucs sur internet? C'est fou quand même. Voilà, enfin, moi j'ai le même problème avec les mecs qui chient sur la FF12, vous voyez. Il y a un petite mode sur Twitter d'aller chier sur la FF12 parce qu'ils sont cringe, parce qu'ils vendent des chaussettes à 16 balles. Je me dis putain, mais les mecs de la FF12, ils font de mal à personne. Ils ont une communauté de gens un peu gogoles qui, oui, effectivement, achètent des t-shirts à 50 balles et font des pancartes un peu cringe sur le Tour de France. Mais il n'y a pas plus grave que des vannes un peu cringe de la FF12, quoi. Il n'y a pas plus nécessaire à aller attaquer que ça. Je suis là, genre, mais je sais pas, un moment, une vanne, deux vannes, ça va. Pas obligé d'en faire une ligne éditoriale, de dire que la FF12, ils sont nuls, quoi. Ça me fascine. En fait, c'est tellement criant que ça pue le seum que c'est un peu dommage, quoi. Ton maillot est un banger. Ouais, bah c'est le maillot des... Vous savez, le maillot des Lumières, quand on avait fait le reveal avec l'émission de Zach, là. Alors, Cameron, concernant PFUT, et ce sera le seul truc que je vais dire là-dessus. Moi, j'ai rien contre lui, personnellement. Je ne sais pas de quoi il en retourne concernant tout ce qui est harcèlement ou propos déplacés, quoi que ce soit. La seule chose, c'est que quand on a une commu cancer, on a la commu qu'on mérite. Une commu, ça s'éduque, ça se banne, ça se façonne. Moi, je peux envoyer ma commu sur une chaîne d'une meuf et elle va pas se faire emmerder. Donc, à un moment donné, l'excuse de c'est sa commu, il y peut rien. Si. Les commus cancer, c'est les commus on a les commus qu'on mérite. C'est tout. Donc, et même lui, même PFUT, je pense qu'il en a ras le cul. Même PFUT, je pense qu'il en a ras le cul qu'on lui parle de Ultia ou qu'on en fasse un sujet. Donc si lui, il est capable de dire hey, « oh, c'est bon, allez, on passe à autre chose, là », je pense que sa commu doit être capable de le faire. Et s'ils sont pas capables, eh bah, tant pis, ça banne, voilà. C'est pas que j'aime pas PFUT, moi, j'aime pas les commus toxiques, c'est tout. Mais j'ai rien contre PFUT en tant que tel, je m'en fous de PFUT, moi, je regarde pas ce qu'il fait, je vais pas juger ce qu'il fait, m'en fous. 7K sur ses lives, comment veux-tu qu'il gère autant de mecs? Bah ça se gère, je suis désolé, vous avez Domi qui a une commu qui est gérée. MV, il a 15 000 personnes sur son chat, c'est pas des animaux, donc ça se gère, ça s'éduque, ça s'éduque à base de répression aussi. Hein. Maintenant, moi, à titre personnel, je n'ai rien contre lui. Par contre, je pense que les commus, quand elles sont toxiques, on peut y faire quelque chose. Voilà. Et je pense qu'il y fait quelque chose depuis quelques temps, mais qu'il a peut-être pas fait assez au départ, c'est tout. Le pire truc sur les raids, c'est qu'on doit parler de l'OL encore un peu plus. Voilà. Comment t'expliques le succès de PFUT? Parce que il est marrant en fait. Enfin, faut être simple. C'est un mec qui est il est dans l'excès, il est dans parfois le grotesque. Je comprends que ça plaise. Moi, c'est pas mon contenu, mais je comprends parfaitement que ça plaise à des gens. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont du succès. J'ai plus de difficultés à expliquer pourquoi. Mais PFUT, il est dans l'extravagance. Il se passe des trucs, quoi. Moi, je peux comprendre. Ouais, je comprends pourquoi ça marche. Hein, c'est
On peut dire ça de plein de gens, hein. Pourquoi ça marche, pourquoi ça marche, hein. Mais ça marche, hein. Genre, vol de viewers à personne, hein. Par contre, ça c'est tellement info qu'on a la commu qui mérite. Quand on est des Lyonnais, on est associé aux néo-nazis, on mérite pas ça. Mais moi, la commu des Lyonnais, c'est pas ma commu, hein. Moi, dans ma commu, il n'y a pas de néo-nazis. Parce que s'il y a un mec qui fait une remarque néo-nazi dans mon chat, il dégage, il n'en fait plus partie. Donc la commu de l'Olympique Lyonnais, oui, alors pour le coup, je pense que l'Olympique Lyonnais est responsable d'une partie de sa commu, notamment des gens qui vont au stade, et peut-être qu'il ne fait pas tous les efforts nécessaires pour les dégager. C'est un choix aussi, hein. Voilà, moi, ma commu, les nazillons lyonnais sont pas les bienvenus dedans, simple. Hanouna est dans le gros texte et dans l'extravagance aussi, pas sûr que ce soit des qualités pour être suivi. Bah, en tout cas, Hanouna, c'est une des raisons pour lesquelles ça marche. Simple, hein. Maintenant, la comparaison, voilà. Pas envie de comparer ça. C'est pas le même type d'extravagance non plus, hein. Est-ce qu'on fait partie de la communauté de Macron? Bah voilà, c'est un bon exemple, ça. Non, pas spécialement. La comparaison est pas incroyable, ouais. Comment tu es arrivé à ce métier? C'est pas mon métier, hein. Mon métier, c'est pas streamer. Je suis streamer à moitié, mais c'est pas. Si j'étais streamer, je streamerais un peu plus que 4 heures par semaine. Hello Charlie, je suis à Audencia. Le jour de ma rentrée, on m'a appris qu'il y avait un néo-nazi fiché S dans ma classe, c'est fait virer. Bah, c'est bien ça, c'est bien. Fofana dans l'axe, envisageable selon toi? Je sais pas. Je pense que ses qualités à Fofana sont plus à même d'être exploitées en 1 contre 1 sur l'aile. Il a dit, hein, Fofana. Ce qu'il aime, c'est le 1 contre 1. Donc je suis pas sûr que ce soit. Après, à 2, pourquoi pas. Mais je pense quand même que le mieux pour Fofana, c'est dans ce rôle de mélangeur sur le côté qui fout le sbull. À Strasbourg, ils ont profité de leur retour en CFA division inférieure pour faire le ménage dans un certain groupe de supporters. Ça, je suis moins au courant, mais je te crois sur parole. Maintenant, oui, je pense qu'il y a eu un certain laxisme pendant des années du côté de l'OL qui fait qu'ils sont bien installés, oui. Un rôle à la Xavi Simons. Ouais, un peu. Après, c'est pas du tout le même style de joueur, hein. Fofana, j'en avais parlé avec lui d'ailleurs. Pas avec Fofana, mais avec la personne que je vais vous évoquer derrière. J'avais reçu un DM de Sidney Govou qui me disait en gros que Fofana était pas si fort et qu'il fallait un peu arrêter de se branler dessus. Et je lui dis, mais il est super jeune, Fofana. Et moi, il me rappelle Sidney Govou, un petit peu. Dans le côté vrai, pur ailier. Alors, Sidney Govou était moins mélangeur et plus athlétique, mais dans le sens où je pense que c'est un diamant brut. Salut chef, persuadé de t'avoir déjà vu au stade Océane. C'est possible. Je suis allé une fois, hein. Je suis allé une fois au stade Océane, c'était l'an dernier, défaite contre Valenciennes, 2-0. J'étais au stade Océane. Tu crois encore à des départs là? Non, j'y crois pas. J'aimerais bien, je pense que Saïd Benrahma, ce serait bien qu'il s'en aille, mais je pense pas qu'il y aura de départ. Govou était pas vraiment lié au début. Govou, il a été formé à avant-centre, mais il a très rapidement joué lié quand même, hein. Il y a 1 ou 2 ans. Ouais, bah c'était l'an dernier. Enfin, l'an dernier. Non, pas l'an dernier. Il y a 2 ans, du coup. Le match qui devait être le match de la montée, où ils avaient prévu un envahissement de terrain, il y a eu une grosse défaite 2-0 dégueulasse. Donc il y a 2 ans. Au bar du stade. Auquel bar du stade? Au resto du stade. Parce que moi, le bar, j'y étais pas, hein. J'étais au resto, grill, machin truc, en début d'après-midi. Govou avait aussi dit que Bradley avait un plafond de verre. Au final, le joueur a pété. Après, Fofana est encore un peu frêle, c'est vrai. Ouais, mais j'aimerais qu'on laisse Fofana tranquille avec son corps. Je veux pas que Fofana il se mette à faire de la muscu et qu'il devienne Sherdan Shaqiri là. Ouais, bah c'est ça, bah, j'y étais du coup, c'était bien moi. Et j'étais avec une énorme gueule de bois d'ailleurs, ce jour-là. Non, Govou déteste pas l'OL. C'est juste que Govou, il est un peu tiraillé parfois entre son envie forte de jouer un rôle au club et sa lecture des choses qui est pas forcément la plus judicieuse. Non, mais t'inquiète, Fallout, hein. Après, Twitch fait partie de mes revenus, donc théoriquement, je suis aussi streamer à mi-temps. Mais c'est pas mon métier principal sur le long terme, on va dire. Merci 34 MFCB. Est-ce que tu as raté quelque chose? Bah, ça fait 1 heure qu'on parle quand même. Donc, la prise de masse a pourri Cacré. Oui, je pense pas qu'il y ait que ça, hein. Mais effectivement, j'ai quand même
Je suis un peu chagriné par ce foot moderne où on veut faire de chaque joueur un athlète. Aouar, c'était pareil. Hein. Aouar, il était virevoltant, il volait et on en a fait musclore. Et derrière, il a tout perdu. T'inquiète, 34. De toute façon, la rediff sera disponible sur la chaîne secondaire. C'est fini le Z-Event. Ils ont fait combien? Ils ont fait combien de sous? C'est fini ou pas? Non, c'est pas fini encore là. Ça termine quand le Z-Event? Jusqu'à 1h, d'accord, ok. C'est vrai que j'ai très bien choisi mon horaire de stream là quand même. Mais c'est pas grave, vous allez terminer chez eux du coup. Vous allez aller chez qui? On n'est pas tout de suite, hein. Dans 10 minutes. Je pense que je vais pas tarder quand même. Est-ce que j'ai des trucs à faire demain là? Non, j'ai rien à branler demain. Génial, j'aime bien quand j'ai rien à branler. Bah, ils vont aller chercher les 10 millions. Hein. Comme quoi, il n'y a pas de hype sur les Z-Event. Ils ont invité des gens qui étaient pas cool et tout. Bah voilà, 10 millions. Hein, donc c'est bien. Bah, c'est cool en vrai. C'est très chouette. Et DM de Domingo. Qu'est-ce qu'il fait, Domi? Il envoie des DM à qui, là? Domi, il fait quoi, là? Il fait n'importe quoi, en vrai. Il est en train d'appeler tout le monde. Mon Dieu. Mon Dieu, le message que je viens de recevoir. Je vous le lirai pas. Quasi 200K viewers chez PA. Oui, c'est très bien. Manu a fait son tweet annuel. Non, mais il va se rappeler demain qu'il faut séduire les jeunes et il va nous faire un petit tweet pour sucer Zerator, comme d'habitude. Tisseré, ils auraient fait 10 millions et 100 euros. Ouais, j'ai pas une commu de grands généreux non plus. Hein. C'est pas grave, hein, mais... Mbappé, la prise de masse, c'est le problème principal niveau melon. Oui, le problème de Mbappé, c'est qu'il a pris beaucoup de masse au niveau du front jusqu'à la nuque. Ça, c'est le problème de Mbappé. Parce qu'il s'est beaucoup musclé de ce côté-là. Merci Panzani pour le Panzani 69 pour les prochains débriefs de match de l'OL. Ouais, bah ce sera contre Lens. Hein. C'est dans une semaine, tout pile. Prochain débrief OL. On est expert comptable, nous. Ouais, les communes de gauche, on n'a pas... Alors en vrai, c'est pas vrai, parce que les communes de gauche, elles donnent des sous pour les événements caritatifs. Donc c'est bien, vous avez bien compris que ça servait à rien de donner des sous aux streamers et qu'il fallait donner des sous aux bonnes causes. Donc je vous félicite, c'est très bien. Tu penses quoi du groupe de supporters 6-9 Pirates et de leur accueil? J'en pense que c'est des mecs random qui veulent faire leur petit truc dans leur coin, qui font de mal à personne, et que la perception qu'ils ont d'une partie du stade montre bien les problèmes qu'il y a dans le stade. Voilà. Notamment les sous-entendus de ils vont vendre des kebabs en bord de stade ou c'est des racailles. Bon, bah on voit à peu près comment perçoivent certains groupes de supporters, certains jeunes membres, pas forcément si jeunes que ça, dès qu'il y a des groupes de supporters avec des gens qui ne sont pas tout blancs. Bon bah voilà, hein, comme quoi c'est nécessaire visiblement. T'as vu l'annonce de FR3 pour le journal de la Ligue 1 au Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Les jeunes avec Barnier. On en parlera plus dans la semaine, ça. On fera un live de Gauchias. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live de Gauchias, mais je le ferai quand je serai à Lyon. Je rentre mardi, et mardi, normalement, on m'installe la fibre, que j'ai déjà installée. Mais il y a un mec qui vient quand même vérifier que je l'ai bien installée. Envie d'un kebab, ça y est, c'est malin. Oui, c'est très bon les kebabs, c'est excellent. Ça fait une éternité que je peux manger un kebab. Je devais aller manger un kebab, et j'ai pas pu parce que j'avais le Covid. Donc je pense à un kebab là. Voilà, donc je sais pas. Manon, si tu es encore devant le live, est-ce qu'on peut aller manger un kebab demain, avant le cinéma? Est-ce qu'on peut, s'il te plaît? Voilà, je passe une annonce. Quand est-ce qu'on se monte pour Fourvière en vélo, Charlie? Bah déjà, faut que je me mette au vélo, c'est pas tout de suite. Mais pas tout de suite du tout, la montée de Fourvière à vélo. Hein. Quelle sauce dans le kebab? La sauce blanche, bien sûr. On va voir quoi au ciné? Alien. Alien Romulus. Voilà. Faut trouver un bon restaurateur parce que 90% des kebabs sont une horreur. Fort heureusement, je sais demander à des gens qui ont une grande maîtrise de la cartographie des kebabs en France. La commune lyonnaise est sociologiquement ultra à droite, comment tu l'expliques? Alors elle n'est pas ultra à droite, hein. C'est juste qu'ils sont très bruyants. Mais la vérité, c'est que la majorité des supporters lyonnais ne sont pas des gens de droite. Hein. C'est juste que ceux qui sont de droite sont très bruyants, c'est tout. Meilleur kebab de Lyon? Bah je sais pas justement, donc recommandez-moi des kebabs. Parce que je ne sais pas aujourd'hui quel est le meilleur kebab de Lyon. Très bon kebab, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà été démarché par l'OL pour les accompagner dans ça? Non. Non, j'ai pas envie de bosser pour l'OL. Pour une raison très simple qui est que, bah déjà de toute façon, mes prises de position,
qu'elles soient politiques ou autres, m'empêchent de bosser avec certains acteurs du monde du foot. Ou en tout cas m'empêchent de continuer à bosser avec certains acteurs du monde du foot, on me l'a très bien fait comprendre. L'OL, ça ne se fera pas pour une simple et bonne raison, que le club se méfie de moi, parce que je ne suis pas une présence positive pour le club quand ça va mal. Je ne suis pas David Barbet, quoi, voilà. Donc je ne pense pas que le club de l'OL bossera un jour avec moi en vertu du fait que je ne suis pas un soldat du club, je suis un suiveur du club. Donc si des gens font de la merde à l'Olympique Lyonnais, je veux dire qu'ils font de la merde à l'Olympique Lyonnais selon moi. Donc c'est logique que le club ne veuille pas bosser avec moi. Le club est quand même suffisamment, et ça faut quand même le signaler, le club est suffisamment pas con non plus pour ne pas fermer la porte quand il y a des partenaires du club qui veulent bosser avec moi. Par exemple, la carte Mojo, si l'OL avait dit il n'y a pas un monde où vous bossez avec Charlie, ils n'auraient pas pu faire une OP avec moi. Et ça, c'est déjà pas mal quand même que le club, certes, il n'y a pas la plus grande proximité avec moi, mais ils me foutent la paix. Parce qu'il y a quand même eu une époque, pas si lointaine, avec un autre dirigeant à la tête du club, où des gens comme moi, Zach ou John Rachid, on ne pouvait pas travailler avec des partenaires du club comme Hyundai ou Adidas. C'était niet, blacklist. Là, maintenant, évidemment que je ne suis pas ambassadeur du club, égérie du club, parce que j'ai des positions qui sont trop critiques à certains égards, comme tous les autres, accessoirement, mais le club ne nous fait pas chier. Et ça, il faut le signaler quand même. Tu penses que le club t'a à l'œil? Ah bien sûr que le club m'a à l'œil. Mais il m'a pas à l'œil, il voit ce qu'on fait. Je peux vous assurer que ALZ s'est écouté au club par des gens importants du club. Je peux vous assurer que c'est le cas. Maintenant, le club nous fout la paix. Hein. Ils nous emmerdent pas, ils nous bloquent pas, ils nous mettent pas des bâtons dans les roues comme ça pouvait être le cas par le passé. Comment tu avais réussi à faire la promo du maillot surf il y a quelques années? Ah bah alors ça, miracle. Adidas qui demande à faire ça et le club qui ne bloque pas. Mais c'est pas moi, hein, c'est Zach. Mais ça, sous Olas, impossible. Impossible. C'est parce que ça s'est déverrouillé petit à petit. C'était encore Olas à l'époque d'ailleurs. Mais à l'époque où Genesio Olas, c'était impossible ça. Chef Berliner, meilleur kebab de Lyon. Je note. Mais évidemment que le club regarde de près ce qu'on fait parce que on a quand même une. Quand je dis on, c'est moi, c'est Sofiane, c'est Yanis, c'est Zach évidemment. C'est toute cette sphère-là a une sphère d'influence sur le club. Petite. On est un média entre guillemets comme un autre. Donc le club regarde ce qui se dit sur lui dans l'équipe ou dans le progrès et il regarde ce qui peut se dire sur Twitter, mais pas que le club d'ailleurs, hein, les représentants de joueurs aussi. Et effectivement, Zach et moi, depuis que c'est beaucoup plus facile de bosser avec le club quand tout va bien. Donc effectivement, quand c'était la pleine bourre, la qualification en finale de Coupe de France et compagnie, là on a été invité, on a rencontré des gens et compagnie. Ce sera à mon sens un peu plus compliqué d'être invité après ce qu'on a dit sur le mercato. Voilà. Mais peut-être que ça ira mieux plus tard et que ça se dessoudra aussi. C'est le jeu. On est des supporters suiveurs, mais on n'est pas des serpillères non plus. Et ça, je pense qu'on peut quand même en être fier à l'Olympique Lyonnais, de pas être comme au Paris Saint-Germain où il y avait des histoires de mecs qui étaient payés pour faire des tweets, ou à Bordeaux où il y avait une armée de serpillères. Et ça, c'est quand même pas mal, je pense, en tant que membre de la communauté OL, d'avoir des mecs qui sont à la fois relativement mesurés dans leurs propos, je veux dire, on casse pas de télé quand Lyon perd, mais en même temps, pas des serpillères. Il faut séparer les streamers et les chefs d'entreprise dont le taf est de faire de la com. Oui, mais moi, mon business, c'est pas l'OL. Et c'est plus la Ligue de foot. Donc, quid des autres clubs et des instances type FFF et LFP? Ma boîte a travaillé avec la LFP. Il est possible que ça ne se reproduise pas. Voilà, simplement. Parce que voilà, j'ai des prises de position là-dessus aussi, et c'est le jeu. Hein. À un moment donné, c'est le jeu. J'ai des prises de position sur certaines politiques de la Ligue qui ne plaisent pas à la Ligue, c'est normal. Et donc, par extension, pas envie de bosser avec moi, c'est normal. C'est normal. À part si Linette est élu. Ah bah oui. Peut-être que j'ai choisi le mauvais cheval, j'en sais rien. Mais non, effectivement, mes positions par rapport à la manière dont la Ligue a traité les droits télé sont pas des positions qui me mettent dans une situation de facilité avec ma boîte. C'est une certitude. C'est un choix aussi. C'est un choix de pas vouloir être lisse et sans saveur par rapport à ce que je peux dire ou ne pas dire. Et encore, j'ai été très soft là-dessus. Mais effectivement, je trouve le discours de Cyril Linette cohérent et peut-être salvateur pour le football français, et je l'ai fait savoir. Et forcément, c'est pas très malin dans une optique de business. Simple.
Non, mon associé, il n'est pas énervé de ça parce que ça fait partie du deal aussi. La boîte, elle a une visibilité à travers moi, ça nous rapporte des clients, ça nous ferme des portes, mais c'est le jeu. Si aujourd'hui, quand tu crées une boîte de com, il y a 1000, il y a 10 000, 100 000 boîtes de com en France. Donc il faut se démarquer d'une manière ou d'une autre, et cette démarcation, qu'elle soit idéologique, politique, parfois un peu de prétention, dans la prétention de dire bah regardez les agences elles font de la merde, nous on n'est pas comme ces agences-là, ça vient aussi avec le prix de la démarcation, et il y a des entités et des boîtes qui ne veulent pas travailler avec des dangers publics, hein, on va dire ça comme ça, même si on n'est pas des dangers publics, juste ça fait partie du jeu quoi. Donc oui, bien sûr que ça va pas faciliter la tâche, et c'est comme ça que ça marche. Il y a 10 ans, on m'avait dit que le système d'armée numérique serait de plus en plus utile en Ligue 1, j'aurais jamais cru. Bah, surtout que ça sert à rien, une armée numérique. Ça sert à rien. Les armées numériques de bots ne pèsent sur rien du tout. Ce qui marche, c'est effectivement de s'attirer la sympathie de journalistes ou d'influenceurs. Effectivement, prenons un club, prenons l'Olympique Lyonnais. Je vous dis n'importe quoi. Hein. Dans un monde parallèle, je précise bien. Je précise bien, sinon vous allez cutter. Et imaginons, prenons un club comme l'OL. Vous avez un écosystème, l'écosystème de l'Olympique Lyonnais. Vous avez des médias locaux, comme Le Progrès, comme Lyon Capital. Vous avez des médias nationaux, comme L'Équipe. Et puis, vous avez des relais d'opinion, c'est-à-dire Zach Nani, Serious Charlie, Julien Legaune, etc., etc. Pour que la vie soit plus simple, il faut que vous fassiez le maximum pour que ces gens-là vous aiment bien. C'est tout. On ne parle pas de corruption, hein, mais que ces gens-là vous aiment bien. Quand vous êtes l'Olympique Lyonnais, que Bruno Genesio a une altercation dans une boîte de nuit, mais que vous vous entendez super bien avec un journaliste de RMC, et qui vous aime bien, et que vous lui rendez des services, et qui vous rend des services, bah c'est plus facile de faire en sorte que le journaliste de RMC, il dise « Non, c'est un mec qui est venu harceler Bruno Genesio au restaurant », plutôt que de dire la vérité, qui est que Bruno Genesio a coursé un mec à 2h du matin en sortie de boîte. Par exemple. Donc moi, c'est ce que je vous ai dit. Si le club m'invite 2 fois en présidentielle pendant la Coupe de France l'an dernier, que je rencontre Pierre Sage, que je rencontre Laurent Prudhomme et que je rencontre John Textor, par extension, ces gens-là ne deviennent pas des entités lointaines, ça devient des êtres humains à qui j'ai parlé, et je vais avoir probablement plus de mal à leur chier dessus aussi fort que quand c'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est normal. C'est pas pour ça qu'on est corrompu. C'est juste que forcément, quand il y a la relation humaine, bah, c'est plus compliqué. C'est logique. Monde parallèle toujours. Mais c'est ce qu'avait expliqué Tarago sur Vincent Labrune, où il disait qu'effectivement, Vincent Labrune, son grand talent, c'est d'être un mec très sympa et qui s'entend très bien humainement avec tout le monde. Et donc forcément, c'est plus difficile pour les présidents de club avec qui il s'entend très bien, et c'est même pas fin, hein, je pense. Je pense que c'est un mec très sympa, j'ai jamais rencontré. De lui tourner le dos, de le trahir d'une manière ou d'une autre, quand il y a la relation humaine. C'est un métier. Hein. Les attachés de presse, c'est littéralement leur métier de faire de la relation humaine avec les journalistes pour qu'ils rendent des services parce qu'ils sont sympas. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, la stratégie de l'OL avec Zach et moi, pour ne citer que nous, hein, mais avec d'autres aussi, c'est d'aplanir les relations pour que quand ça aille bien, on soit les locomotives de cette communauté avec eux, et quand ça va mal, on soit le plus objectif possible et qu'on trouve des circonstances atténuantes. C'est logique. C'est pas malsain. À partir du moment où c'est transparent, c'est pas malsain. Ce qui s'est passé à Bordeaux, par exemple, avec Gérard Lopez. Vous avez des créateurs de contenu, pas vraiment, mais des influenceurs qui ont été choyés par la direction à coup de resto, à coup d'infos un peu exclusives, et qui sont devenus les soldats de Gérard Lopez sans être transparents là-dessus. Moi, le fait que le club m'a invité en présidentielle pour Valenciennes et pour Strasbourg, je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas caché. Le fait que j'ai des contacts réguliers avec la département com de l'OL, je ne vous l'ai pas caché non plus. C'est pas de là que je tire mes infos accessoirement. Mais c'est normal d'avoir un équilibre. C'est intelligent parce que la stratégie avant que ça se dessert avec Zach et moi, c'était de nous vilipender, voire nous attaquer dans la presse. Forcément, vous jouez au con avec des influenceurs, c'est nous qui allons gagner. À l'époque où Sofiane, moi et Zach, on était absolument insolents parce qu'il y avait un jeu de ping-pong de provocation. Là, le club a compris que c'était uniquement se tirer une balle dans le pied que de jouer à ça avec nous. L'armée numérique de la LFP pour vendre de retour de la L1 sur DAZN avec le tweet genre youpi, la L1 de retour qui y croit sérieux. Ça, c'est une stratégie de merde. Moi, je pense que le truc le plus merdique qu'ils ont fait,
c'est quand ils ont donné un chèque à Valouz pour faire un tweet préécrit auquel personne n'a cru. Je comprends pas la stratégie. Ça, c'est DAZN, c'est pas la Ligue. Hein. Je comprends pas la stratégie d'acheter une OP aussi grossière avec un influenceur qui n'a pas de lien affectif avec ce sport. Il y en a peut-être un, mais c'est pas sa ligne de contenu, quoi. Je comprends pas la logique. Je comprends vraiment pas la logique de faire des choses qui sont aussi cramées. Je comprends pas. En plus, il y a des moyens plus simples de le faire. Je sais pas, moi, demain, DAZN, ils débarquent, ils me disent, tiens, on va te filer, je dis n'importe quoi, 50 abonnements DAZN pour la saison en Ligue 1, ce sera ça l'OP. Voilà, DAZN, ça coûte cher, mais je vous offre 50 abonnements, vous participez dans le chat et compagnie. Bah, c'est vachement bien, c'est cool, tout le monde est content. Personne va dire, oh, t'es un vendu, t'as critiqué DAZN. Bah non, regardez, DAZN, il vous offre les abonnements à 50 personnes. Trop bien comme OP. Alors que si je me mets à faire un tweet, hey, c'est la fin de la trêve internationale, trop content de pouvoir retrouver la Ligue 1 sur DAZN, partenariat commercial, tout le monde va me chier dessus, tout le monde va chier sur DAZN. Je comprends pas la logique. Vraiment, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Gros supporter lillois Valouz. Oui, gros supporter lillois, mais le foot n'est pas central dans sa vie, je pense pas. Il a pris 40K. Je sais pas combien il a pris, mais c'est pas le montant. Valouz, il a une telle force de frappe que c'est normal qu'il prenne de l'argent pour diffuser un message commercial. C'est normal qu'il fasse des OP, mais il faut les faire bien quand même. Parce que faire une OP comme ça, tu fais que de prendre de la merde dans la gueule. Et il est très gentil, Valouz, hein, c'est pas lui que je critique, mais à un moment donné, quand tu acceptes une OP comme ça, je comprends pas ce qui se passe dans ta tête pour pas te dire je vais me faire défoncer. Surtout que c'était déjà produit quand il avait fait un tweet au stade là, pour Uber Eats, quoi. Je comprends pas la stratégie de com, moi. J'ai beaucoup de mal à comprendre la stratégie de com de DAZN. La stratégie globale. C'est pour l'instant, la stratégie de com de DAZN, c'est faire liquer des prix bas pour finalement faire des prix hyper élevés. C'est dire que c'est la faute du consommateur et qu'il faut soutenir le football français à travers la Ligue. C'est dire que le piratage, c'est mal. Méga scoop. Et c'est de faire des campagnes de marketing d'influence complètement bancales avec des influenceurs parfois même planqués. Hein. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et je pense pas que c'est comme ça qu'on va donner envie de s'abonner. Hein. Je comprends vraiment pas ça. S'il baisse à 20, je prends l'abo. Mais même 25, je prends l'abo, quoi. Juste 30 sans engagement, c'est une douille. C'est la honte. Je comprends pas. DAZN se veut moderne, mais a une mentalité type Canal+ des années 2000, le consommateur paye car il forcément va voir la Ligue 1. En fait, mon problème avec l'exploitation des droits télé, c'est que le mode de consommation du foot, dans la tête des diffuseurs, n'a pas évolué depuis je sais pas combien de temps. On est encore pareil qu'il y a 25 ans, avec un commentateur qui commente, un consultant qui consulte, un avant-match, un après-match, et on essaye de nous mettre des bouts de « regardez, vous pouvez intervenir sur la fan zone ». Tout le monde s'en fout d'intervenir sur la fan zone. Il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Sur les supports de consommation, sur les modes de consommation, sur les doubles écrans, sur les choses comme ça. Ça m'emmerde. Ils baissent la qualité de service et ils augmentent les prix. Et il y a un autre truc que je ne vois pas suffisamment mentionné, c'est que la Ligue 1, elle a perdu 4 journées de championnat quand même. 4 journées de championnat, c'est un mois de foot. Donc ça veut dire que non seulement on paye plus cher, mais on paye plus cher pour un mois de foot en moins. Donc quand vous vous engagez sur un an chez DAZN, vous allez payer pour 3 mois de foot où il n'y a pas de Ligue 1, concrètement sur l'année. Parce que juin, juillet, il n'y en a pas, et ensuite il y a suffisamment de matchs qui sautent pour pas qu'il y en ait pendant un mois de plus. On est avec Sirius Linette actuellement. Moi, je sais pas si Cyril Linette fera un super président de la LFP, parce que Cyril Linette, c'est un personnage particulier dans sa gestion des boîtes. Hein. Et d'ailleurs, il l'assume pleinement dans l'interview qu'il avait fait au Monde. C'est très clairement exprimé. Cyril Linette, c'est un nettoyeur. Hein. Il débarque dans les boîtes, il casse tout et il reconstruit. Quand il a débarqué à l'équipe, il a fait un plan social, ça a été une boucherie pour restructurer l'équipe et en faire ce qu'est la chaîne d'équipe aujourd'hui. Donc attention, Cyril Linette, ça rigole pas. Hein. Et je pense qu'à la Ligue, ils n'ont pas très très envie que Cyril Linette débarque, parce que c'est pas rigolo quand Cyril Linette il débarque dans une boîte. PMU, c'est pareil. Hein. PMU, il est arrivé avec un lance-flamme. Sauf que je pense que c'est ce dont la Ligue a besoin aujourd'hui. D'être restructurée au lance-flamme. Je pense. En train d'imaginer Ambre tutoyer Duprat et Bolotti. Son idée de la Coupe de la Ligue sans les clubs européens pour une place en C4, qu'en pense quoi? C'est un peu bancal, je vous avoue. Parce que du coup, ça réserve un spot en Europe à des clubs qui ne l'ont pas,
Donc, au nom de quoi les clubs européens seraient privés d'une chance de rester en Europe? Ça me dérange un petit peu. Dire ça aux salariés, c'est compliqué. Bah, bien sûr que c'est dire. Le problème de fond, c'est la structuration de tout ça. C'est soit l'austérité voulue, soit elle sera subie. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va dans une direction où l'austérité, elle va être bien subie, ouais. Bien subie. C'est pas pro le tutoiement, même si Amp tutoie tout le monde en privé. Ouais, bah après, ça me choque pas, moi, honnêtement, hein. Ça me choque pas. Est-ce que tu crois qu'ils ne sortent toujours pas d'offres plus basses par peur de se décrédibiliser, que leurs abonnés actuels se sentent perdants? Pourtant, Canal+ a toujours su. Je pense qu'ils sont enfermés dans un truc, DAZN. En fait, normalement, c'est plutôt dans l'autre sens. On fait des offres attractives au début, puis on monte progressivement. Mais donc, effectivement, ils sont bloqués, parce que si vous avez une offre qui tombe à 25 balles, vous baisez ceux qui ont payé à l'année. Combien de salariés à la Ligue? Alors, je saurais pas te dire. Il y a plein de départements. Mais c'est pas des gens qui bossent mal, hein. Je veux dire, je sais pas du tout ce que je viens de dire. C'est juste que la Ligue, comme beaucoup de clubs de foot, je pense qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens parce que le prix des droits ne fait que de baisser. Et ça, c'est dû à des décisions stratégiques qui n'ont pas été bonnes. Ne pas me faire croire au retour de la Coupe de la Ligue. Moi, elle me manque, hein. Moi, j'étais un grand aficionados de la Coupe de la Ligue, je vous avoue. J'ai toujours été un grand amateur de la Coupe de la Ligue parce que je trouvais que ça, il y avait une odeur de merguez grillé. Il y avait une odeur de rayon Eco Plus. Je sais pas, il y a un truc cool dans la Coupe de la Ligue. Ils vont diffuser quoi quand il n'y aura pas la Ligue 1? Bah, c'est déjà le cas, ils diffusent rien. Ils diffusent des trucs à l'arrache. Bordeaux qui perd en N2, j'ai tellement peur qu'on se retrouve dans cette situation dans un an s'il n'y a pas d'Europe. Non, on se retrouvera pas dans cette situation-là dans un an. Dans 2 ou 3 peut-être. On peut pas remettre le calendrier de la Coupe de la Ligue, c'est abuser le calendrier. C'est abusé à cause des dates FIFA, hein. Mais si t'enlèves les clubs européens, ça passe, hein. On a déjà supprimé 4 matchs de Ligue 1 dans l'année. 4 journées de Ligue 1. Ça rentre la Coupe de la Ligue 1. Après, à titre personnel, je pense pas que ce soit nécessaire de ramener la Coupe de la Ligue. Je pense pas que ce soit le problème du foot français qu'il n'y ait pas de Coupe de la Ligue. Peut-être qu'il faut autre chose, peut-être qu'il faut un tournoi estival, de pré-saison, j'en sais rien. Mais je pense pas que ce soit nécessaire de ramener la Coupe de la Ligue. La Coupe de France, elle est déjà structurée comme il faut. Tous les spécialistes sont en phase de dire que le max c'est 2 millions d'abonnés, donc si tu mets 20 euros TTC, tu peux jamais arriver à l'équilibre. 2 millions d'abonnés, c'est t'as que la Ligue 1, hein. Maintenant, effectivement, la Ligue 1, elle est dans un étau qui est que le prix des droits demande un prix élevé pour être rentabilisé et le prix élevé t'empêche d'avoir des abonnés. Qui se rappelle de la EA Ligue 1 série de l'OM? C'était le truc aux États-Unis là, c'est ça, hein? Comment ça s'appelait? C'était la EA Ligue 1 Series, non? C'était pas ça? À Washington là, où il y avait Saint-Étienne-Montpellier à Washington à 15h, dans un stade vide. Ça, c'était extraordinaire. Je sais pas qui a eu cette idée à la Ligue, mais c'était un génie quand même, hein. Les EA Ligue 1 Games ou un truc comme ça? Comment ça s'appelait? Pourquoi la L1 est proposée à 11 euros en Angleterre et 4 fois plus cher en France? Parce que tout le monde s'en branle en Angleterre. Comme la première ligue en France, elle coûte pas cher sur Canal 1. Alors qu'elle coûte une couille en Angleterre, c'est normal. À mon avis, Linette a parlé de la Coupe de la Ligue pour pouvoir exister médiatiquement. Je pense aussi. Je pense que c'est une stratégie médiatique de la part de Linette, ouais. Mais je suis curieux de voir. Après, je donne pas cher de sa peau, hein. Il y a trop de copinage pour qu'il y arrive. Mais s'il y arrive, je suis très curieux de la suite. Je suis très très curieux de voir la suite. Si jamais Cyril Linette, par un miracle qu'on n'explique pas, réussit à être élu président de la LFP. Je suis très curieux de voir comment il va restructurer les choses. Parce que son discours, il s'oriente aussi autour de la base de la pyramide. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est de dire qu'il faut retourner à l'essentiel et valoriser le foot français pour les Français, pour les petits clubs. Parce que le foot français, avant d'être des Chinois qui regardent le championnat et on leur met des matchs le dimanche à 13h pour eux, c'est un mec à Auxerre qui va au stade ou qui va pas au stade. C'est un mec à Brest qui décide de regarder le match à la télé ou pas. Et je trouve que ce discours-là, il est salutaire parce qu'on l'entend jamais. Ça fait des années et des années et des années que la Ligue, elle capitalise sur Mbappé, Messi, Neymar, et pouf, ils sont plus là et il n'y a plus rien. On verra. Coup de pression de Nasser et du Qatar avec Bein qui n'a pas payé encore. Ouais, mais ça aussi, c'est un problème. Le fait que... Enfin, vous avez vu le contrat du Qatar, là. Je suis désolé, mais c'est incroyable. La Ligue a vendu le match de Bein, de Ligue 1, pour 100 millions.
Mais c'est pas 100 millions en réalité. C'est 80 millions. Les 20 millions restants, c'est un contrat de sponsoring qui oblige l'intégralité des clubs de Ligue 1 à faire la promotion du Qatar. Ils sont obligés. Donc quand ils sont sponsorisés par des pays qui aiment pas trop le Qatar, je vous laisse chercher. C'est moyen cool. Alors dit non, vous allez être obligés. Un peu comme ils sont obligés de porter le badge McDo. Vous voyez ce que je veux dire? Et Bein a dit, si les clubs acceptent pas, ben on signe pas. C'est fou quand même. C'est génial. Donc on est dans une situation où le foot français est la serpillière du Qatar. Pourquoi? Parce que arrangement entre amis, parce que oui, le PSG, nanani, c'est la locomotive du championnat. On est la serpillière de Beansport et donc du Qatar. Et le contrat de Beansport, il est signé par Nasser El Khelaifi, président du club le plus puissant de la Ligue 1. Mais vous vous rendez compte des... On peut rien faire là-dedans. C'est eux qui décident de ce que fait le foot en France. C'est au même niveau que de forcer les joueurs à porter des maillots floqués LGBT. Ils sont floqués LGBT, les maillots? Il y a marqué LGBT? Parce que dans mes souvenirs, c'est juste un arc-en-ciel. Et du coup, j'ai du mal à imaginer des joueurs traumatisés à l'idée de porter un arc-en-ciel. Mais peut-être, je sais pas, peut-être il y avait vraiment marqué LGBT à la place du flocage des joueurs. J'ai peut-être halluciné. Peut-être. En plus, il n'y est même plus l'arc-en-ciel. C'est un pauvre badge de merde. Bon, on va se quitter. Comme ça, on va pouvoir regarder la fin du Z-Event. Parce que je sens qu'il y en a qui partent là-bas et c'est normal. Donc, je vais vous envoyer... chez qui? Chez qui je vous envoie? Vous voulez aller chez qui? Chez qui vous voulez terminer? Je mettrai le replay hein, sur YouTube, évidemment. En vrai, si les clubs touchaient pas mal en échange, mais 750K pour club pour le premier du Qatar, c'est rien. Oui, c'est rien. Il y a qui en live? Bah, il y a tout le monde, là. Hein. Il y a tout le monde. Je vais vous envoyer chez Domi, même si... même s'il y a personne... Enfin, je veux dire, comme ça, ce sera pas vu. Mais je vous enverrai chez Domi. Allez, on se quitte. Rendez-vous, je sais pas, dans la semaine. J'ai mis quoi sur le calendrier? J'ai mis quoi sur mon calendrier? J'ai mis jeudi. Non, j'ai pas mis jeudi. J'ai mis mercredi. Mercredi. Voilà. Mercredi soir. Ça vous va? Merci pour le live. De rien, ça me fait très plaisir. C'était très cool de faire ce live avec vous dans ce setup aléatoire. Voilà. Allez, direction Domi, on va regarder la fin des events ensemble. Allez, bisous, ciao, bye. Allez, j'ai même pas de double écran, donc il faut que je change les trucs à la main. Là. Allez, à plus.